Bonsoir à tous et rebonsoir si vous êtes de nouveau présents pour cette deuxième session du forum des Avions 2023. On a commencé avec Stéphane qui était responsable d'exploitation de post-production. Ça a duré 2 heures, on a eu pas mal de réactions, c'était vraiment intéressant. On continue du coup cette deuxième intervention avec cette fois-ci Sacha Garnier. Salut Sacha, comment ça va? Bonjour, bah ça va bien. Ça va toujours? Ok, Ouais, très bien. bon bah super. Donc Sacha, tu vas nous parler un peu de ton métier qui est assez récent, c'est technicien d'exploitation HF, c'est ça? Exactement. Donc à quoi Alors, ça consiste ton métier? alors, en fait, le technicien d'exploitation HF, c'est un technicien qui va gérer des liaisons vidéo sans fil sur des productions type plutôt télévision. Donc des captations multicaméra de direct, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Il y a beaucoup en fait de métiers qui sont groupés dans cette notion de captation multicaméra. Et la HF, c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans tout ça. Et donc voilà, je sais pas si tu veux que je parle un peu plus en détail ou... Non, on va en parler juste après. Là, l'idée, c'était ouais, de te Ok, présenter rapidement. Je vais aussi ouais, représenter le concept pour ceux qui ne le connaissent pas du forum. Donc, l'idée, bah, c'est d'accueillir des professionnels d'audiovisuel, qui soient de différents métiers. Donc, on a eu un monteur, enfin, un responsable d'exploitation de montage, de post-production, pardon, sur la première session. Cette deuxième session, c'est plutôt relatif à la télé, donc plutôt à ce qui est relatif à la régie, plutôt du coup spécialisé dans la technique HF. mm, Et donc, l'idée, c'est que ces professionnels-là, ils nous expliquent leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait et pour finalement vous conseiller sur euh, tel que- quelles sont les formations qui peuvent être intéressantes pour tel ou tel métier, quels sont les conseils pour arriver à ces milieux-là si vous intéressent. Donc là, Sacha, donc tu es technicien HF en télé. Pour commencer, on va pas parler du parcours. Pour commencer, on va justement revenir un peu plus sur ton métier. On a quelques médias qui pourraient un peu illustrer ce que tu fais pour un peu plus comprendre euh, bah, c'est quoi une semaine type pour toi. Alors, on commence avec ces images-là. Je te laisse commenter en fonction de ouais. ce que tu as à nous dire. Alors, en gros, donc moi je travaille dans une entreprise qui s'appelle AMP Visual TV, et en fait c'est une flotte de cars régie qui se balade dans toute la France pour capter des événements en direct. Et donc j'ai pris des petites photos de ce qui se passe dans les cars. Donc là on a la régie son d'un des cars. Là on Mhm. a voilà la régie principale, la régie vidéo. Avec un Donc, mur d'écran, on voit sur. et donc Pardon, ça, vas-y. c'est dans l'intérieur de camions en fait, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, c'est l'intérieur d'un camion, exactement. Donc, D'accord. euh, donc ouais, voilà, c'est là qu'on choisit quelle caméra passe en direct, à quel moment. C'est là Mm. que Ah tout le bah process en voilà le fait il camion fait. justement. Voilà, voilà le camion de l'extérieur. Donc ça ressemble à ça. Et AMP, ils Voilà. ont combien de camions comme ça? Je sais même pas combien ils en ont, mais ils en ont un Un sacré sacré paquet. paquet, ouais. Ouais, un sacré paquet. Ils en ont pas mal. C'est l'entreprise qui fait le plus d'événements de ce type en France. Mm. Donc ils ont une grande flotte qui se balade partout. Ils font toutes les Ligues 1, la plupart des matchs de foot en général. Ils font beaucoup de choses. Et Mhm. donc voilà, il y a Est-ce qu'il y a aussi, beaucoup de choses intéressantes. il existe des régies hors camion ou vraiment MP se concentre uniquement sur des régies? Bah d'ailleurs, c'est pas des camions, on appelle ça des cars régies, c'est ça? Ouais, c'est des KRJ, ouais. Ok, Il en existe, mais on les utilise très peu. ok, Ouais, c'est vraiment principalement les cars qui sortent. d'accord. Voilà, en Donc là, voilà, on gros. retrouve les intérieurs de relations. Ouais, donc ça, c'est le poste du Encore, ouais, réalisateur, par voilà. exemple, c'est ça? Là, c'est le poste du réalisateur. On voit un petit peu plus les boutons sur lesquels on appuie pour voir. Mhm, Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit donc deux quarts. mhm, Il se trouve qu'un quart ne sort jamais seul, il y en a toujours un à côté. Donc il y a le quart régie et le quart d'accompagnement. Et le mhm, quart d'accompagnement, c'est un quart de rangement dans lequel on met tous les câbles, toutes les caméras, tous les équipements qu'on va devoir sortir et installer sur le terrain euh, pour le bien de la captation. Et donc, c'est toujours une paire de quarts en fait qui arrive sur un endroit mhm. pour faire quelque chose. Ça arrive toujours à Ces deux, photos-là ont ouais. été prises, ouais, toujours à deux, voire plus de deux en fonction de la configuration. Ok. Et là, c'était des photos que j'ai prises à Ouistreham, donc en Mhm. Normandie, pour un événement j'ai oublié, je perds mes mots, C'est de la un commémoration, non? hommage, Ouais, c'est ça. exactement, c'est ça, un hommage pour Léon, ouais. Léon Gauthier, ouais, c'est Ok, ça. Donc c'était début juillet, voilà. ok. Ah bah là, ouais, le poste On voit réalisateur encore, qu'on a parlé. là on voit très bien le post réalisateur. L'équipement qu'on voit là avec plein de boutons, c'est le mélangeur vidéo, donc
la machine centrale de la régie, celle avec laquelle, pardon, on choisit quelle caméra passe, avec laquelle on va créer des effets comme ce que vous voyez actuellement là où on voit deux images différentes, imbriquées, Même image. ce genre de choses, c'est créé par Magnifique. le mélangeur vidéo. Tout à fait. Donc ça, ouais, la pièce centrale, c'est ce poste-là, le poste de réalisateur, qui est Ouais, accompagné d'un truciste exactement. à droite, en fait, c'est ça? Le C'est poste. ça, c'est ça. Le truquiste à droite, c'est celui qui contrôle vraiment bien la machine et qui fait la configuration en amont. Et, euh, et le réalisateur, c'est celui qui est responsable de l'artistique, et donc quel plan s'enchaîne avec lequel, il fait du montage en direct en fait. Ouais. Donc voilà. Donc les deux On caméras, revoit ouais, là plutôt. la vue avant Ah, oui, des deux ça quarts. s'ouvre. Ouais, c'est un camion Ouais, qui c'est ça. En s'ouvre, en fait, fait. il s'ouvre un petit peu comme ça. Pour le transport, c'est un camion comme un autre, mais après, il se déploie sur le côté et on peut sortir des petits escaliers et tout pour avoir plus d'espace de travail. Donc Ouais. c'est sympa à voir. Là, on peut voir, donc là, c'est toujours l'arrière d'un car. On voit un patch vidéo. Donc, en fait, c'est un patch, c'est plein de connectiques sur laquelle on va brancher les câbles. Donc, ça permet de faciliter le travail sur le terrain et tout. Tu peux peut-être avancer à celle d'après, je pense. Ah oui, on va mieux Voilà, la là, on voir, voit en un petit peu effet. mieux. Ouais, donc voilà, bon, on voit pas si bien que ça. Ouais, ouais. Mais au final, Euh, c'est tous les signaux entrants et sortants du car, au final. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout est centralisé sur ce petit panneau-là avec les connectiques pour faciliter la vie et faciliter l'organisation. Voilà, Ok. en gros. Là, on voit l'intérieur donc d'un car d'accompagnement. On voit beaucoup de gros câbles Hmm. et plein d'étagères sur lesquelles vont être rangées les caméras, tous les équipements. Voilà, c'est Toute la cablasse, ouais. toute la C'est des cablasse. liaisons fibres, en fait, qui sont utilisées entre les caméras? Ouais, majoritairement ouais. Enfin, énormément de fibres parce que c'est vachement bien la fibre. Ouais. Globalement. Ça va Ouais. très très vite, ça va très très loin, c'est super. Et donc là, c'est des gros tourets de fibres, enfin qui sont pliés en forme de 8. Hmm. Et ouais. Et donc ça, c'est des 300 mètres, des trucs comme ça. Là, on voit une caméra, donc une caméra lourde Hmm. avec une très grosse optique installée donc sur le terrain. Et Donc, si je me trompe pas, une optique comme ça coûte le prix d'une maison, c'est ça? ça coûte très cher une optique comme ça, ouais. C'est du matériel professionnel, c'est très très cher. C'est pas du tout donné à n'importe qui, c'est vraiment axé pour des Hmm. entreprises. Ouais, Et ouais, c'est un très très gros budget. j'imagine. Donc, on est sur du foot, là, par exemple. Là sur du foot, sur la Ligue 1 à Nice, il y a 2 semaines je crois. Hmm. Voilà. Et en fait, bon là, Nice OM. je sais pas si on voit très très bien, mais en fait, la caméra qui est le boîtier qu'on voit avant l'optique, c'est une caméra standard, comme Ouais, une caméra épaule, en fait. Et c'est juste l'optique tout à devant fait. qui prend toute la place. Exactement. Parce que c'est une optique qui permet de faire un zoom très très gros, enfin un très très grand, d'avancer beaucoup le point de vue. Et donc c'est surtout ça en fait qui est très, très intéressant. Ça s'appelle une optique lourde parce que Hmm. c'est très lourd, étonnamment. Et Ouais, c'est même plus lourd que le boîtier de la caméra. C'est pour ça qu'il y a tout un espèce de support qui vient derrière, qui vient retenir la le cam. truc. Et ouais, c'est ça. Et, Ouais, euh, et ouais. c'est un truc de dingue. Alors là, du coup, là on arrive vraiment sur ce que moi je fais spécifiquement quand je travaille. C'est des liaisons HF donc. Là, c'est un poste de travail HF. Donc, c'est-à-dire que c'est un point de réception. En fait, le principe de moi, ce que je fais, c'est que certaines caméras doivent être très mobiles et donc avoir un câble qui pend de la caméra et qui va jusqu'au car, c'est très embêtant parce que pour bouger, c'est vraiment pas pratique. Hmm. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de transmettre le signal vidéo. Au lieu que ça soit dans un câble, on le transmet dans l'air. C'est ça la HF, HF pour haute fréquence, c'est la technologie qui est utilisée. Mhm. Et donc, pour ça, on installe des antennes pour recevoir ce signal qui a été émis depuis la caméra. Et donc là, on voit les équipements avec lesquels je reçois ce signal depuis les antennes et je reconstruis le signal vidéo pour l'envoyer dans le car pour qu'il soit traité ensuite comme n'importe quelle autre caméra. Là, D'accord. c'est voilà. Donc, comment on équipe une caméra? Enfin, c'est quoi les. Si j'ai une caméra normale, je veux pouvoir que la régie récupère ce signal sans fil. Qu'est-ce qu'il faut installer? Alors la première chose à installer, ça va être un émetteur HF, donc c'est-à-dire ce qui va récupérer le signal vidéo que la caméra produit et qui va le transformer pour l'émettre dans l'air. Et donc ça, c'est un émetteur. Voilà, c'est un petit boîtier pas très grand qui fait une petite taille comme ça, Je crois qu'on qu'on a une peut photo un peu plus clipser. tard. Je pense qu'on a des photos, On ouais, ira voir. avec une petite antenne par-dessus. Et autre détail très important, comme on ne branche pas de câble sur cette caméra, on est obligé de l'alimenter avec des batteries.
alors que toutes les autres caméras sont alimentées via un câble. Là, on doit faire des batteries, donc on doit également surveiller le niveau de batterie de ces caméras pour pas qu'elles s'éteignent en plein direct, ce Ce serait serait dommage. un petit peu embêtant. C'est vrai. C'est ça. Ok. Ah bah voilà Donc les caméras voilà, fameuses. voilà. Donc là, on voit deux caméras portables, donc c'est des caméras épaules. On a le petit boîtier à la fin et on voit des antennes qui dépassent un petit peu. On voit qu'il y a deux antennes parce qu'une des antennes permet de recevoir des instructions depuis le car pour contrôler la caméra à distance en fait Hmm. et changer sa colorimétrie pour que toutes les caméras sur l'événement aient une colorimétrie cohérente et aient un rendu équivalent ou alors jouer sur le diaphragme pour que changer l'exposition de l'image. S'il y a trop de lumière, c'est moche, donc Ouais. on Changer baisse les un petit paramètres en peu. direct. Ouais. Le cadran n'est pas à Exactement. faire ça au final. Le Ok. cadreur ne fait pas ça. Le cadreur Ok. cadre, et c'est d'autres gens qui s'appellent les ingénieurs de vision qui gèrent la colorimétrie et l'exposition de l'image que fait la caméra. Ouais. Là, Donc le on poste revoit du coup un stabilisateur. poste. Alors là, on voit un Steadicam. C'est un autre type de caméra mobile. Donc c'est en fait un espèce de bras robotisé. Je sais pas si certains connaissent le Ronin. C'est le même principe mais en plus évolué. Et donc c'est vraiment un bras robotisé comme ça qui permet à la caméra d'être très stable et en bougeant, voilà. Et donc c'est aussi quelque chose qui se fait en HF puisque avoir un câble sur un dispositif pareil, c'est juste pas possible. Hmm. Donc ou vraiment très compliqué. Donc ça se fait en HF. Voilà. Normalement, il y a une Ok. photo qui montre Ouais, tout à voilà le fait. C'est Steadicammer. sûr. La personne C'est à ça. côté, elle est pas du tout liée à La ça. personne à côté, si, si, Si? si, elle est complètement liée à ça. C'est le pointeur du Steadicammer. C'est-à-dire que le Steadicammer ne peut pas contrôler en fait le focus de sa caméra Hmm. parce qu'il est occupé à tenir tout simplement le bras. Ouais. Donc en fait, il y a une autre personne à côté qui est là pour contrôler justement le focus, donc faire en sorte que l'image soit bien nette sur le sujet que qu'on cherche à montrer. D'accord. Mais donc là, il a un Donc écran HF en plus avec lui, c'est ça? il a un petit écran HF, il voit ce que filme la caméra, et il a une petite manette qui permet de contrôler un paramètre de l'optique, donc qui s'appelle le focus. Ok. Donc à nouveau ton On poste revoit de donc travail, c'est ça? exactement, exactement. Et donc là, si on regarde dans ton, ta petite armoire là, donc t'as chaque ligne, ça correspond à une caméra, c'est ça? Un signal reçu? Alors on a là, il y avait pour cet événement-là, on avait trois caméras portables, un Steadicam et deux caméras épaules. Et en fait, chaque ligne, comme tu dis, c'est un équipement. Les deux du bas, ça va être des équipements pour gérer mes antennes de réception. Hmm. Les quatre qui viennent après, qui sont identiques, ce sont les récepteurs. Donc c'est ceux qui réceptionnent, ils récupèrent les antennes, le signal des antennes, et ils réceptionnent la vidéo à partir de ça, pour l'envoyer dans le car. Donc on en a quatre parce qu'il y en a un par caméra, plus un au cas où s'il y en a un qui marche mal, j'en ai un de rechange. Ok. C'est de la fiabilité, enfin c'est de la C'est au redondance, cas ça où. permet de. Hmm. C'est au cas où. Ah là, on commence à toucher Là, au gros. là, on commence à toucher sur des plus grosses installations, en l'occurrence le défilé du 14 juillet. Mon poste, c'était sur le l'Arc de Triomphe en fait. Et donc là, c'est les antennes qu'on avait installées sur l'Arc de Triomphe pour permettre aux caméras HF de faire l'axe, de venir des Champs-Élysées en fait, sur l'axe des Champs vers l'Arc de Triomphe et ensuite de pouvoir faire le tour. Donc là, on a plusieurs antennes qui permettent de justement récupérer ce qu'envoient les caméras au sol, quoi. Hmm. Et donc là, c'est vraiment sur le toit de l'Arc de Triomphe. Et il y a combien de caméras HF sur un 14 juillet? Alors un 14 juillet, je sais plus exactement combien il y en avait, surtout que c'est un peu particulier parce qu'en fait, il y en a deux fois plus que ce qu'il devrait y en avoir, puisqu'on travaille pour deux chaînes différentes. Donc en Hmm. fait, on a un signal international et un signal privatif, et il y a quasiment le même nombre de caméras de chaque, donc il doit y en avoir 8 ou 9 en tout, je crois, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être deux fois plus, je sais plus Ouais. exactement, je sais plus Il y en a si beaucoup, le quoi. chiffre 8, il y en a beaucoup. Ça commence à faire un sacré paquet, ouais. Ouais. Pareil, d'autres types Donc voilà, d'antennes. d'autres types d'antennes qu'on avait fait pendre en fait aux quatre coins de l'Arc de Triomphe pour permettre aux caméras cette fois-ci de faire le tour en fait de l'arc. Et elles sont captées par ces antennes-là. Alors là, c'était donc toujours sur le toit de l'Arc de Triomphe. Il y a eu un petit plateau en fait Ouais.
de France 2 et TF1 sur vraiment sur le toit, quoi. Hmm. Et donc là, c'est une petite photo de ça, Je me permets de le matin répondre du 14. me permets de répondre à deux questions. Normalement, on répond à la fin, mais là, c'est sur le thème. Par Ouais, exemple, on demande du coup, là, du fait que tu parlais qu'il y avait deux chaînes différentes, donc tu envoies deux flux ouais, différents. Ou tu envoies un oui. seul flux qui est dupliqué dans un quart. Alors, en l'occurrence, non, c'était vraiment deux flux différents. C'était même pour le 14 juillet plus compliqué que ça. C'était deux quarts différents. Donc là, D'accord. c'était vraiment deux productions à part, en fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce qui va être fait, c'est que on fait un signal privatif, donc pour une chaîne, pour la chaîne cliente, et on envoie également un signal international à d'autres chaînes. Mais les deux vont être légèrement différents, mais les deux sont produits par le même quart et ils sont différents par contre. Là, en l'occurrence, il y avait vraiment deux quarts différents, deux installations différentes pour le privatif et l'international. Donc c'était Hmm. vraiment une configuration très imposante Ouais, pour le parce que coup. t'as tout en double en fait, au final, c'est ça. C'est exactement ça, il y a tout en double. Donc ouais, Après, on a une ça fait question. partie Ouais. des. Ouais, vas-y, vas-y. Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Mais on a une question un peu plus technique. Bon, je sais pas si on rentrera vraiment dans les détails, mais on nous demande sur quelle fréquence fonctionnent les systèmes sans fil que tu utilises. Parce que... Alors ça dépend lesquels. Ouais. En vidéo, on fait souvent du 2 Go ou du 7 Go. Et pour le contrôle des caméras, on est sur des fréquences radio, donc 400, entre 400 et 500 mégas. Et donc ça dépend en fonction de... Parce que j'imagine que tu dois analyser les fréquences qu'il y a autour et tu choisis une fréquence qui n'est Ouais. pas utilisée, c'est ça? Hmm. Non, en fait, les émissions hertziennes comme ça, donc d'ondes électromagnétiques, c'est contrôlé par l'armée. Donc en fait, quand on est en extérieur comme ça et qu'on doit émettre une caméra, un signal de caméra, on doit faire une demande à l'armée, une demande de fréquence et déclarer quelle fréquence on utilise, quelle portion de spectre on utilise, donc quelle taille d'émission on va faire. Enfin, et on doit informer Ouais. l'armée comme ça et attendre leur autorisation avant de faire ça. On sait, d'accord. Donc, euh, donc Ouais. voilà. Donc c'est très Mais ça réglementé. arrive que c'est très réglementé, c'est très réglementé. Et ça arrive qu'il y ait quand même des gens qui émettent des choses sur des fréquences qu'on utilise. Donc à ce moment-là, ça casse en fait notre émission, ça marche vraiment moins bien. Hmm. Et donc à ce moment-là, on a quand même des appareils qui s'appellent des analyseurs de spectre, qui permettent de regarder justement ce qui se passe dans l'environnement, quelles sont les ondes émises dans l'environnement, et qui permettent de voir si déjà ce que nous on fait et ce que font les autres, pour voir si on n'est pas sur la même fréquence et pour voilà quoi. Ok. En fait, c'est quelque chose de très complexe mais très Ouais. intéressant, Ça, et j'imagine. très ouais, un Donc là, peu. on a une magnifique vue de l'Arc du Triomphe, j'imagine. Ouais, de l'Arc de Triomphe, ouais, lever de soleil sur Paris. On y était Hmm. vers 4h30 Ah avec oui. l'équipe le 14, donc on a Parce vu le que... soleil se lever sur Paris. Et t'es resté toute la journée sur l'Arc? On est parti, il était 15h 16h le temps de tout récupérer, Ah parce ouais. que c'était que la matinée en fait, Hmm. le Ouais. défilé. Donc le temps de tout ranger, on est parti vers ouais, milieu d'après-midi. Donc tu manges sur l'Arc de Triomphe. On a mangé Tu- après. Ah oui, oui, tu m'étonnes. Non, Ah, non, ça aurait été sympa, un petit ouais. resto en haut. Ah, ça aurait été sympa. Autre type de Ah, configuration, alors là. là, autre type de configuration. Là, c'est la cérémonie des Ballons d'Or qui a eu lieu hier soir. Ouais. Et donc voilà, j'y étais. On a des images, ça date de hier, on les a déjà. Tu sais. Et Ok. ouais, l'exclu. Et donc par exemple, Euh, ça c'est là-dessus, t'interviens sur quoi au final? Enfin, en termes de caméra chef, qu'est-ce qu'il y a besoin? alors en fait, là, en termes de caméra chef, il y avait surtout des caméras pour l'arrivée et la sortie des joueurs. Donc l'extérieur, en fait, le tapis rouge, Ah oui. tout ça. À ce moment-là, on avait un Steadicam et quatre caméras même portables. Parce qu'en plus, enfin, on est encore sur une configuration un petit peu bizarre où on a des caméras pour le privatif et des caméras pour l'international. Donc on avait deux types, enfin, ça a un peu doublé le nombre de caméras aussi. D'accord. Et donc du coup, on s'est retrouvé avec pas mal de caméras. Alors que quand on était dans la salle, il y avait que le Steadicam qui jouait vraiment, qui faisait vraiment des Hmm. choses. Les caméras portables à ce moment-là, elles étaient posées, mais c'était surtout pour dehors. Et voilà, et donc Ok. ça fait une installation assez intéressante. Il y avait pas mal de lieux aussi à couvrir avec les caméras, donc c'était sympa. Ah oui, oui. C'est un truc très différent. Ah, en parlant des lieux à couvrir,
Ah, Il y a eu un plan très spécifique qui était depuis la tour Saint-Jacques, en fait, qui est une tour qui monte assez haut dans Paris et qui permet de voir le, le théâtre du Châtelet, donc là où avait lieu la cérémonie du Ballon d'Or. hmm, Et on a dû donc pour un seul plan très très précis, monter une caméra en HF tout en hmm. haut de la tour pour voir le théâtre du Châtelet et la tour Eiffel dans le fond qui s'illumine à 20 heures. Ouais, c'est très précis. Et c'est très très précis. Et donc on est resté une demi-heure en haut de cette tour pour ce plan-là, qui s'est fait donc aussi en HF. Et donc j'étais le technicien sur place, donc j'ai pris des jolies photos. Bah oui, oui, tu m'étonnes. Donc, vous installez une Voilà, caméra, travail de vous, nuit. vous gérez un système pour 1 minute de live, entre guillemets. Ouais, ouais, Et donc là, ouais. vous étiez, oui, la salle, c'est ce qu'on voit juste en bas, là, c'est ça? La salle, c'est celle. Ouais, c'est ça. Ok. Et C'est donc ça, c'est là, ça. ouais, donc l'antenne a quand même une assez bonne portée pour pouvoir retourner jusqu'à la salle. Ah, Oui. comment ça marche la portée? Euh, alors la portée, en fait, c'est la HF, c'est une question. Là, on arrive vraiment dans la technique. La Ouais. HF, c'est une question de compromis parce qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte quand on fait de la HF. Et la portée va dépendre de tous ces paramètres. Donc, un des premiers paramètres à prendre en compte, ça va être la qualité de la vidéo que tu veux faire Hmm. et la puissance à laquelle tu veux l'envoyer dans l'air. Et en fait, il se trouve que pour faire une vidéo, pour transmettre une vidéo de très bonne qualité en la dégradant donc le moins possible, en fait, tu te rends compte que ça, t'as un signal qui est assez fragile en fait dans l'air, c'est-à-dire qu'il va pas très très loin et il est fragile à tout type de pollution ou de trucs un petit peu relous. En fait, ça devient tout de suite une liaison un petit peu compliquée à gérer. Hmm. Et donc en fait là, on a été obligé d'un petit peu dégrader ça et d'utiliser en plus des mètres assez forts dans l'air et en plus d'utiliser des antennes très directives qui permettent de faire du gain en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça simplement, mais En tout cas, la en gros, portée est variable en elle fonction. amplifie. Oui, La portée est variable en fonction des antennes qu'on utilise et de pas mal de paramètres qu'on peut changer. d'accord. Et donc là, on a fait en sorte que ça soit possible. On s'est bien amusé. Mais Ouais, tu m'étonnes. Tiens, donc nouveau. voilà. Ah, là, c'est intéressant. Nouveau dispositif. L'AHF, c'est beaucoup de Steadicam, c'est beaucoup de caméras portables, mais c'est aussi des caméras embarquées. Comme là, on voit une petite caméra posée sur un bateau, un IMOCA, qui n'est pas finalement parti à temps, mais c'était sur la Transat Jacques Vabre ce week-end Hmm. au Havre. Donc voilà, on avait un IMOCA qui avait un système d'émission à chef dessus. Donc il y avait une petite caméra et qui Oui, envoyait fluence, sans sa fil. petite vidéo. Donc, on va Et si parler. tu vois dans les... Ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, excuse-moi, tu disais un truc? Non, je disais, on parle justement de l'embarqué, on en reparlera un peu juste après, là, quand Ouais, du GP, tout ça, des courses, ouais. on en fera ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu disais? Je disais que ouais, du coup là c'est une config un peu rigolote parce que du coup on met une petite caméra qui doit être étanche sur un bateau et Hmm. on a une petite boîte en fait, une petite boîte orange qui va arriver dans les photos d'après qu'on va voir, dans laquelle on rentre justement le câble de la caméra et en fait dans cette boîte orange on va voir tout le système HF pour gérer donc cette émission et on a une petite antenne assez plate qui est posée dessus et donc en fait cette boîte là elle est étanche et donc ça permet de la poser sur un bateau et d'avoir ce genre de dispositif. Voilà, c'est la petite boîte orange là. Ok, Et t'as tout là-dedans. tout est là-dedans. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour ce genre de dispositif, comme c'est un bateau, on peut pas en fait se permettre de mettre des antennes à terre qui vont réussir à choper le bateau très loin. Hmm. C'est pour le coup en termes de HF, ça va être très très vite, très compliqué, voire pas possible du tout. Hmm. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'en fait on a un avion carrément qui fait des tours en haut au-dessus des bateaux et on a un système de GPS en fait qui fait que il y a une antenne sous cet avion qui va connaître les coordonnées de ce système et donc de ce bateau et qui du coup qui va traquer le bateau et qui va suivre comme ça les déplacements du bateau pour récupérer Ouais, l'antenne, le signal vidéo. l'antenne reste toujours Ce sont sur des antennes l'antenne reste toujours sur le bateau, ouais. ouais, c'est ça.
Et du coup, on utilise comme ça des antennes qui sont directives, donc qui pointent dans une direction et qui récupèrent ce qui se passe dans cette direction et pas trop ce qui se passe ailleurs. Et donc ça fait c'est aussi un dispositif très intéressant à mettre en place. Et c'est ce qui a Oui. été fait pour la Transat Jacques Vabre. C'est ce qui est Donc, fait en général. ouais, pour tout Vas-y, ce qui est vas-y, mobile. t'allais dire un truc. J'allais dire, Pour tout du ce qui coup, est, ouais. l'antenne sur un bateau, enfin l'antenne émettrice du signal, elle est dit omnidirectionnelle, donc elle envoie un peu partout. Et c'est l'antenne de l'avion qui vise le, le, Ouais, le bateau, ou le point ouais, d'émission, c'est quoi. ça. C'est ça. Encore là, c'est pas vraiment une antenne omnidirectionnelle. Là, c'est plutôt une antenne, celle qu'on voit, la petite antenne blanche plate qui est posée sur la boîte là. C'est une Hmm. antenne en fait qui va émettre un truc comme ça. Ouais, Elle est posée comme ça, elle va émettre partout comme ça. Et ok. donc Et voilà, en je gros. me posais une question, je te l'avais posée en hausse, mais je te la recommence parce que je te la repose parce qu'elle est intéressante. Est-ce que c'est dangereux d'être à côté de ces systèmes-là qui émettent justement des ondes qui sont pas régulières, on va dire? Un petit peu, oui. Ça dépend de la puissance à laquelle on émet, ça dépend de la distance à laquelle tu es de l'antenne, et ça dépend aussi si l'antenne émet dans ta tête. Ouais. Mais oui, et ça peut être dangereux sur la durée en fonction de la puissance. J'ai pas vraiment les détails de ça, ce serait bien que je me renseigne là-dessus. Mais oui, effectivement, enfin, si tu mets ta tête à côté de l'antenne d'un satellite, tu vas Oui, vite t'en rendre compte. probablement. Ouais, mais voilà. D'accord. Là, du Alors, coup, ouais. là, on voit, on avait un quart spécial pour la Transat Jacques Vabre, donc cette course de bateau à voile. On Mhm, avait un quart spécial uniquement pour la réception des caméras HF. Et donc, on voit là un mur d'écran. Et les vidéos qu'on voit au-dessus, ce sont donc trois hélicos et un bateau. mhm, Donc voilà, tout ça récupéré par le système que j'ai déjà un petit peu expliqué de ouais. tracking par l'avion. Mhm, Donc, donc pareil, l'hélicoptère, il y a un cadreur avec une caméra dans l'hélicoptère et, euh, et on envoie la vidéo dans l'air et on a aussi les coordonnées GPS de l'hélicoptère. Donc l'avion a une antenne qui le suit partout où il va du coup, et ils qui communiquent récupère entre son eux. signal. Ouais, ça traque C'est ça. l'hélicoptère, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et D'accord. donc voilà. Et donc là, Pareil pour les trois hélicoptères. vous avez un camion spécial, en plus des deux autres qu'on avait vus précédemment, spécial Ouais, pour la réception des signaux. ouais. C'est ce qui est fait pour des grosses installations. C'est ce qui a été fait aussi pour le 14 juillet. Mhm. C'est ce qui a été fait aussi pour le GP Explorer. Et, euh, et là, petit détail un petit peu rigolo, c'était pas un car, les autres cars n'étaient pas de la même entreprise, c'était des cars de France Télévisions. Ah oui, Donc d'accord. voilà. Du coup, Oui. voilà, c'est petit Oui, détail. c'est que vous êtes vous travaillez pas vraiment avec les cars d'AMP, vous pouvez travailler avec n'importe quel car de n'importe quelle entreprise au final, Ouais, en tant que ouais, chef. c'est ça. Parce que France Télévisions, pour le coup, a des cars pour aller capter des événements, mais n'a pas de d'équipe Système. HF et d'équipement HF comme AMPA. Hmm. Donc, bah, c'est nous qui venons faire la HF. Faire le boulot. J'ai à nouveau une question. D'ailleurs, si vous avez des questions, là, ceux qui sont dans l'audience, vous pouvez évidemment en poser directement dans la discussion textuelle qui est juste à côté, en haut à droite. Question de Thibaut à nouveau qui demande est-ce que ces systèmes sans fil sont propriétaires d'AMP, donc créés par AMP, ou est-ce que c'est des systèmes d'une marque comme n'importe quelle autre? C'est une marque comme n'importe quelle autre. C'est pas propriétaire d'AMP. AMP travaille avec certaines marques justement, enfin, pour récupérer ces systèmes et pour travailler avec. Mhm. Donc on a plusieurs types de systèmes, plusieurs marques différentes. On travaille avec pas mal de choses diversifiées et c'est plutôt cool. Et, euh, et puis voilà quoi. Là, les systèmes principaux qu'on utilise, ce sont des systèmes de la marque Vislink Mhm. quand on fait de la HD. Donc voilà quoi. Et vous pouvez faire Si plus. AMP Pardon. n'a pas créé son système. D'accord. Donc tu parlais d'HD, Vas-y. vous pouvez faire plus que de l'HD en HF? Ouais, on peut faire de l'UHD aussi. Ok. Donc je sais pas si tout le monde connaît bien la différence entre les deux. En gros, la HD, c'est une image qui va être composée de 1920 par 1080 points dans l'image, alors que l'UHD va être composé de 3840 par 2160. Donc c'est en fait c'est une image qui est composée de 4 images HD.
Hmm. Meet, quoi, tac tac comme ça quoi. Donc, ouais. Et donc en termes de débit vidéo, donc le nombre d'informations qui passent à la seconde, c'est beaucoup plus imposant. Donc tous les équipements ne sont pas capables de gérer ce genre de signal vidéo. C'est pour ça qu'on a donc nos systèmes spéciaux pour l'UHD et spéciaux pour l'HD. Ok. Donc, mais on peut faire les deux. Alors, nouveau dispositif Ah, à nouveau. alors là on est sur donc de l'onboard. Donc comme les bateaux, onboard c'est donc les caméras embarquées, mais cette fois-ci sur une voiture, une Formule 4, Tiens, tiens. pour le GP Explorer. Tiens, tiens, tiens. Ouais. Qu'est-ce donc? Donc pour le GP Explorer. Donc Avec- même idée. Là on va voir, il y a une photo où on voit un peu plus les équipements. Je sais pas si c'est celle Normalement pour d'après. le GP Explorer. Ça c'est les petites caméras. En fait c'est rigolo. Pour le GP Explorer on a des toutes petites caméras comme ça qu'on peut poser. Donc on en met une pour la vue pilote, une pour la vue de piste et une pour la vue arrière. Et donc là, c'est les deux pour vue de piste et vue arrière qu'on voit ici. Celle d'avant, c'est la vue pilote. Et Hmm. donc, on a des petits équipements qu'on a mis sous le siège en fait des pilotes qui permettaient donc de faire cette émission à chef. Voilà, on le voit pas si bien que ça, mais on le voit un petit peu. Ouais, bah c'est le gros boîtier noir là devant. Donc, c'est le boîtier noir. C'est le Hmm. boîtier noir avec des trucs branchés dessus, ouais. Et, euh, et donc ça, c'est l'équipement à chef du coup, ce qui va gérer le la transformation du signal vidéo normal en signal vidéo, enfin en signal HF en fait, qu'on envoie dans une antenne et qui est mis Dans dans le. l'air. Hmm. Et donc, t'as combien de caméras embarquées sur une Formule 1, Formule 4? Alors bah ça ça va dépendre des événements, ça va dépendre de pas mal de choses encore une fois. Mais là, pour le GP Explorer, on était à 3 caméras par voiture, en comptant donc les 24 participants, plus la safety car, plus les deux voitures de GMK. Donc on Hmm. avait 27 voitures à équiper avec 3 caméras chacune. Donc c'était sport. Ouais, C'était ouais, ça c'est sympathique. clair. Il y avait pas mal de choses à faire. Et voilà quoi. Ok, Mais ok. c'est très sympa aussi. Et donc, En gros, c'est comment c'est fait? c'est une spécialité particulière d'installer des caméras dans des voitures. Ouais, tout à fait. En fait, dans les techniciens chef, il y a des techniciens qui vont être spécialisés pardon, on-board, donc pour faire les caméras embarquées. Parce qu'en fait, tu n'es pas maître de ton environnement quand tu viens installer une caméra dans une voiture. C'est-à-dire que la voiture ne t'appartient pas, elle appartient à l'écurie, ou elle appartient à la FFSA, ou elle appartient, enfin voilà. Et Hmm. donc, quand tu arrives avec ton système pour l'installer, tu ne peux pas y aller tout seul, sans qu'il y ait personne, et le poser, et dire ça sera comme ça, et c'est vachement bien, et je m'en vais. Il faut que, en fait, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup de discussions, avec l'équipe, avec les pilotes aussi, Hmm. parce que c'est surtout sur de la F1, sur du wake, des trucs comme ça. Les écuries ont réfléchi. Ça fait très très longtemps qu'ils travaillent sur leur voiture pour avoir un équilibre. Ils ont une gestion totale sur leur voiture en fait. Hmm. Donc si tu arrives avec un équipement qui pèse entre 500 grammes et 1,5 kg, je sais pas, et que tu dis bah voilà je vais le poser ici, et ben ils Ils vont vont te pas être regarder avec contents. des yeux noirs, ils vont dire bah non Ouais, tu ne le fais pas. Et c'est leur voiture donc voilà. ouais. Donc en fait c'est très très particulier et c'est pour ça qu'il y a des techniciens qui sont vraiment en plus spécialisés là-dessus parce que faut vraiment un type de profil très spécifique pour faire ça. Hmm. Et l'avantage du GP Explorer sur d'autres événements, c'est que il n'y avait pas un gros enjeu. C'est-à-dire que les mécaniciens qui travaillent sur les voitures, donc avec qui on a travaillé pour installer les systèmes, c'était des étudiants. Donc en Hmm. fait, bah c'était vachement plus tranquille que sur un événement, sur un WEC ou sur une course de Formule 1. Ouais. Parce qu'il y a Et moins de. voilà quoi. Il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux, il y a moins de budget mis sur les voitures, il y a moins de. C'est la Formule 4, pas de la Formule 1, donc ça va. C'est C'est plus plus cool. tranquille. Ok. Ouais. On termine avec C'est cette bien pour image. apprendre. On termine avec cette image, qui est donc le quart de réception des signaux HF pour le GP Explorer.
Et donc on voit sur le mur d'écran qu'on a pas mal, je sais pas si on voit bien, mais ce sont donc là on récupère une bonne partie des vidéos des voitures en fait, tout simplement. Mm. Et Ouais, donc, donc voilà, fin de cette voiture, un hélicoptère, euh, 4 caméras portables si je ne me trompe pas, et c'est déjà pas mal. ouais. J'imagine, ouais. Et du coup, sur le GP Explorer 2 ou même sur d'autres courses de Formule 1 comme ça, faut avoir le signal des voitures en permanence sur le circuit. Donc, est-ce que tu utilises le système du tracking avec un avion comme tu disais, ou est-ce que c'est que tu as des antennes un peu partout sur la piste? Ou autre Très chose? bonne question. Très bonne question. Et ben c'est l'option numéro 2. On a des antennes un petit peu partout sur la piste qui permettent, quoi qu'il arrive, peu importe où est la voiture, d'être capté par une antenne, puisqu'il y en a toujours une à proximité, puisqu'il y en a partout. Hmm. Euh, Ça c'est la théorie. En pratique c'est plus compliqué que ça, mais Ouais. et ça arrive que parfois ça marche pas très bien. Hmm. Mais mais en théorie c'est ça. Et donc après on a des appareils pour faire de la gestion d'antennes, savoir parce que nos équipements ne. Je sais pas, si on installe par exemple 14 antennes autour de la piste, nos équipements, on peut pas rentrer les signaux de ces 14 antennes dessus. Donc en fait, il faut trouver des moyens pour réussir à quand même rentrer toutes les antennes alors on peut pas. Enfin, c'est Mais encore une c'est fois une question galère. de compromis. Il y a pas mal de trucs. C'est une galère. C'est super marrant, mais c'est une galère. Ouais, tu m'étonnes. D'accord, d'accord. Sauf si tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là, avant qu'on enchaîne. Je pense pas. Je pense pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais Bah, moi, j'en vois une justement, moi, c'est une question pareille intéressante, c'est au niveau de la synchro, parce que comme on disait, ouais. le HF passe par du sans fil, mais on a aussi des systèmes du coup filaires, donc on imagine que le Hmm. filaire va arriver plus rapidement au car que l'UHF. Donc comment tu fais pour être synchro? Comment tu synchronises ta HF avec le reste des caméras? Tu synchronises pas la vidéo, par contre, tu synchronises l'audio. Ok, C'est-à-dire que bah, tu vas être obligé de façon de. Effectivement, la HF a forcément un petit peu plus de délai que les autres vidéos. Et donc, faut déjà t'arranger pour que le délai de la vidéo et le délai du son sur ta caméra HF soient équivalents, parce que sinon, bah, c'est bizarre. Si je tape dans mes mains et que le son il arrive après, bah ça marche pas, on oui, n'aime pas. c'est vrai. Et donc, il y a déjà des paramètres à gérer pour ça. Une fois que ça c'est fait, ça c'est beaucoup plus du coup le travail des gens qui sont dans le car, donc moins mon travail à moi. Mais effectivement, il faut synchroniser l'audio, retarder en fait l'audio des caméras filaires pour, Mm. euh, pour se synchroniser avec l'audio de la Ouais, HF. Mais on parle de millisecondes, on bien parle pas de sûr. secondes. Mm. On n'est pas sur un 2 secondes de délai, on est sur du 100 Ouais. millisecondes. Quand on se débrouille bien, c'est 100 millisecondes, à peu près. Ok, donc même sur des caméras qui passent par des avions, des hélicoptères avant de revenir dans la régie, on est sur du milliseconde, on dépasse pas la seconde de délai. Non. Bon, on essaye. Si on peut ne pas la dépasser, on ne la dépassera pas. Et une seconde, c'est dramatique. Ouais, oui, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup, une seconde. C'est gigantesque. Ok, bah écoute, on a fait un peu le tour au niveau de déjà expliquer un peu son métier. Je pense que c'est déjà un peu plus clair parce qu'on Mm. a vu un peu tout ce que tu faisais. Donc là maintenant, on va revenir dans le passé sur. J'adore comment j'ai entendu le truc. On va revenir à la base, au tout début, sur comment tu as eu cette idée de travailler dans l'audiovisuel. Puis après, on va monter, on va passer Mm. au lycée, aux études sup, quelle école t'as fait, on va voir après. Bref, donc au commencement. D'où c'est venu cette idée de faire de l'audiovisuel? Alors, pour moi, c'est arrivé quand j'étais au collège, j'avais, il me semble, 11 12 ans. En fait, j'avais un cousin avec qui j'étais pas mal pote et qui m'a dit comme ça pendant les vacances, viens, trop drôle, on fait un film. On fait un petit film. Et j'en avais jamais fait, j'avais jamais vraiment touché à un appareil photo, une caméra, quoi que ce soit. Mais j'ai fait ok, trop cool, pourquoi pas. Et donc on s'amuse bien, on fait un petit film, on fait un petit truc un peu nul mais rigolo. Et puis je trouve ça vachement chouette. Donc après on se revoit et puis bah, on en refait un deuxième. Et puis après je décide de m'inscrire à l'atelier cinéma de mon collège. Et puis j'ai fait du coup l'atelier cinéma pendant plusieurs années au collège.
Et j'ai bossé là-dessus, je me suis bien amusé, j'ai kiffé le truc et tout, c'était vraiment trop cool. Mhm. Et au point de me dire que du coup, bah en fait, j'étais sur Angers, j'habitais sur Angers, et donc je me suis dit, bah je vais continuer au lycée. Et j'ai vu que sur Angers, il y a un lycée qui propose une option cinéma, et qui est valable au bac et tout, c'est pas juste un atelier en plus, c'est vraiment une option à part entière. Ouais. Et c'est le lycée Auguste et Jean Renoir à Angers. Et donc je postule. Et puis je suis pris. Et donc j'arrive en seconde et puis bah option cinéma, c'est parti. Spécialité cinéma. Et donc là j'apprends des choses beaucoup plus là où au collège c'était vachement fun. On fait un petit film avec ce qu'on peut. On sait pas trop faire mais c'est pas grave, on s'amuse. Mhm. Là déjà au lycée on apprend des trucs vachement plus concrets. Plus de techniques, plus de choses, on maîtrise mieux ce qu'on fait. Donc on arrive à quelque chose avec un rendu vachement plus professionnel d'un coup. Mhm. Et il y a un côté très satisfaisant à ça. Et puis puis j'adore toujours ce que je fais, je trouve ça vachement chouette. Faire de l'audiovisuel et faire du cinéma, j'aimais bien, je voulais faire du cinéma. Ouais. Et, arrivé en terminale, je voulais faire du montage, plus précisément du montage, et je voulais postuler du coup dans un BTS montage. D'accord. Euh, Et puis, en faisant des recherches sur les BTS en général, et j'ai suivi un petit peu les conseils d'une de mes profs aussi qui m'a parlé d'un... Oh, pardon, je vais bouger le truc. Qui m'a parlé d'une autre option, en fait, qui est un peu méconnue du BTS, du Mhm. BTS audiovisuel, qui s'appelle l'option TI2E, donc technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Mhm. On reviendra plus tard sur ce que ça veut dire. Ouais. Et, Et, donc, je me renseigne un peu sur ce que c'est ce truc que je ne comprends pas. Et en fait, bah, ça a l'air vachement cool. Et je comprends toujours pas vraiment ce que c'est à ce moment-là. Mais ça a l'air de parler un peu de tout et ça a l'air quand même assez intéressant, quoi. Parce que moi, j'aimais bien la technique, j'aimais bien, euh, j'aimais bien tout faire en fait. J'aimais bien Ouais. toucher un peu à tout. Et donc, on me vend une option où on touche un peu à tout et on fait de la technique. Bah, C'est bah, j'ai plutôt envie de faire intéressant. ça. Oui. Ça m'intéresse plutôt pas mal. Mhm. J'imagine. Et, donc je postule à cette option, et je postule aussi en montage. Et je suis pris dans cette option, donc en TI2E, pour le BTS, du coup, euh, à la suite après la terminale. Mhm. Et donc j'y vais. Et c'était le BTS donc de Montaigu, en Vendée. Mhm. Et, euh, et donc j'y vais. Et puis bah, je découvre cette option que donc j'avais qu'à moitié compris. Mais en fait, bah, c'est vachement cool. Et du coup, Mhm. maintenant, je suis en mesure de vous, de vous expliquer ce que ça veut dire, technique d'ingénierie et exploitation des équipements. Mhm. En fait, ça se décompose pardon, en deux gros pôles. Donc, c'est technique d'ingénierie. C'est en rapport, enfin, tout est en rapport avec tout ce que je vous ai dit auparavant sur des régies en général. La régie de télévision, les cartes, tout ça. La technique d'ingénierie, c'est le fait de configurer tous ces équipements, tous les équipements du car, et tous les installer, régler toutes les problématiques techniques. Mhm. Et l'exploitation des équipements, c'est leur utilisation pendant le direct. Donc le choix de caméra, le fait de faire un ralenti sur un LSM Mhm. pour remontrer une action de foot, enfin des trucs comme ça. Tout ça, c'est de l'exploitation. Mais avant, il fallait faire de l'ingénierie. Donc les deux sont complémentaires en fait. Et c'est une option qui est censée pouvoir amener à faire les deux. Et donc à faire de la régie de télévision à n'importe quel poste, en sachant qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et, euh, et donc voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'ai Ouais, raconté ou si, pas, c'est clair. mais On explique. On aura une petite vidéo après que je vais passer qui explique ouais, aussi carrément. en illustration. Juste avant, je voulais revenir un peu. Donc, tu as fait un BTS visuel option TIE et t'as pas eu. Mm. Quand tu choisis, tu cherchais une école, est-ce que tu as regardé un peu du côté des écoles privées ou autres qu'un BTS visuel ou pas du tout? Euh, Moi, je voulais vraiment faire un BTS visuel. Donc sur Parcoursup, j'ai mis d'autres choix, mais c'était des choix de secours si vraiment j'avais rien quoi. Ouais. Mais je voulais vraiment pas faire autre chose. Et j'ai pas regardé.
du tout du côté des écoles privées. Parce qu'on m'avait vendu des BTS publics très bien, et je me suis accroché à ça. Hmm. Et les BTS publics sont très bien. Ouais. C'est, Et, et- ouais, voilà. ok. Et du coup, on sait que l'admission est enfin, je sais pas si en TU c'est compliqué ou pas, mais on sait que c'est très recherché les BTS publics. Toi, quand tu t'as postulé sur C'est vrai Parcoursup, tu pensais être pris ou comment tu le sentais? que j'avais très peur de ne pas être pris. D'ailleurs, j'ai pas été pris en montage. J'ai été pris seulement en TI2E. Et effectivement, le BTS de Montaigu, c'est un BTS qui est très sélectif. Donc c'est 800, entre 800 et 1000 demandes, je pense, en option image, montage et prod, et peut-être son aussi, pour 8 places. Ah Donc oui. c'est très sélectif. Alors que l'option TI2E, bah en fait c'est vachement moins connu. Donc il y a nécessairement vachement moins de demandes. Donc en fait on plafonne plus sur du 300 demandes pour 8 inscrits. Ça reste assez dur d'accès, mais quand même nettement moins que les autres options. Hmm. Et mais personne ne connaît, donc personne ne demande. C'est la technique. C'est vraiment c'est ça. La plupart des gens au final qui se sont retrouvés dans ma classe, et moi compris, on savait pas vraiment ce que c'était l'option avant d'y être en fait. Ouais, tu découvres sur le Donc terrain, quoi. c'est dommage. Tu Hmm. découvres sur le terrain. Mais je Ok. suis sûr que ça plairait à plein de gens en fait, si plus de gens étaient au courant. Donc c'est dommage. Bah écoute, on va essayer de les mettre au courant puisqu'on va regarder une vidéo justement que je crois qui a été réalisée justement par le BTS du visuel de Montaigu, Mm. qui explique, je crois que c'est en 5 minutes, je suis perdu, l'option TE justement. Donc ça a été réalisé par les étudiants eux-mêmes. Bon bah écoute, on regarde ça puis on en reparle après. C'est parti. Audiovisuel, vaste monde. Foisonnante famille de disciplines, spécialités et compétences. Les métiers de l'exploitation en sont, c'est bien connu, de loin les plus intéressants. Pour preuve, le sigle un peu barbare TIEE a même été inventé pour qualifier la formation. Vaine tentative de troubler les candidats à l'apprentissage des techniques d'ingénierie et exploitation des équipements. Consciencieux, réactif, efficace, parfois quadrupède, l'exploitant se reconnaît avant tout à son impressionnante polyvalence. Du grec poly, beaucoup, plusieurs, et du latin valent, valens, valere, fort, puissant et valeureux, l'adjectif polyvalent désigne la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Le technicien d'exploitation est polyvalent. Ceci n'est pas un objet polyvalent. Matériel obsolète, caméra déréglée. Le tout nouveau Pchit spécial vidéo redonnera à tous vos équipements leur éclat des premiers jours. Sérieusement, vous y croyez? Appelez un exploitant. Panne de régie, signal incontrôlable, alimentation défectueuse, ce gris-gris certifié 100% authentique vous garantit une protection efficace et permanente contre les contretemps techniques. Mais bien sûr. Appelez plutôt un exploitant. Forêt de câbles, la seule solution, c'est le coupe-boulon. Son revêtement antidérapant permet une prise en main idéale pour sectionner les câbles noués. Stop. On arrête les frais. Gestion de parc matériel, maintenance, installation, ingénierie pour des solutions globales, captation, compression et gestion de flux. C'est prouvé. Le technicien d'exploitation, c'est la solution. Quel que soit son domaine d'action, il revient à l'exploitant la mission d'administrer, régler et bichonner un matériel sophistiqué. Il est le maître incontesté de la technique. Alors ensuite, cette caméra. En contact privilégié avec la production, l'exploitant apporte des solutions aux contraintes liées au tournage, comme à l'implantation événementielle. Au plafond pour bénir un peu la salle. Technicien 2.0, il est expert en compression, diffusion et gestion de flux. Ah bah ça c'est... Là, ce qu'il y a dehors c'est ça. Cette formation très complète lui permet d'échanger facilement avec les autres techniciens. Est-ce que tu nous entends? Qu'il soit technicien de diffusion, chef d'équipement, opérateur de régie finale, responsable nodal ou encore ingénieur de la vision, les techniciens de l'exploitation occupent une place indispensable dans la grande famille des métiers de l'audiovisuel. Voilà, donc on a à peu près tout compris au niveau de qu'est-ce que c'est l'option. Donc au final, c'est quoi les activités qu'on fait quand on est dans cette option-là?
Quand on est dans cette option-là, au cours de la formation, tu veux dire? Ouais, au cours de la formation, en fait, qu'est-ce qu'on voit particulièrement? En fait, l'avantage de cette formation par rapport aux autres, c'est qu'on va voir un petit peu de tout. Donc ça, c'est la première chose qu'on nous dit et c'est vrai, c'est très important. C'est-à-dire qu'on va voir un petit peu de montage, on va voir un petit peu de son, on va voir un petit peu d'image, pas de prod, pas Ouais. trop de prod. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on soit capable de comprendre les enjeux de toutes les autres grandes familles d'audiovisuel, donc comprendre toutes les problématiques de son pour pouvoir travailler avec eux, comprendre les problématiques de montage pour pouvoir travailler avec les monteurs, et les problématiques d'image pour la même raison. Mm. Et parce qu'en fait, on fait un truc tellement spécifique qu'on peut, enfin pas vraiment spécifique, mais tellement large, ouais, c'est plus ça, tellement large qu'on peut pas vraiment considérer faire ce qu'on fait sans connaître le reste. C'est-à-dire qu'on va travailler sur du signal vidéo en général et on va agrémenter, on va rajouter du son dedans. Et dans le but de faire un montage, parfois, enfin, on manipule des fichiers, on manipule des trucs, en fait, tout est lié. Et, euh, et donc c'est important qu'on sache bah, à peu près tout faire. Mm. Donc ils parlent de polyvalence, ils ont complètement raison d'en parler. Effectivement, on voit de tout. On est de loin bah, les techniciens les plus polyvalents du BTS et, euh, et de la profession après. Mais en fait, c'est pas ça le cœur de la formation. C'est-à-dire que le cœur de la formation, c'est vraiment le côté régie, le côté multicaméra, captation d'événements. Donc c'est vraiment le fait de récupérer plusieurs signaux et les mélanger, en faire quelque chose, les synchroniser, les mélanger, faire du traitement, faire des choses, enfin plein de trucs super sympas que vous verrez en BTS si vous y allez. Et c'est ce qui différencie vraiment du reste, c'est qu'on travaille beaucoup plus sur du flux, alors Mm. que le reste travaille sur du fichier. C'est-à-dire que les monteurs récupèrent des vidéos déjà tournées et en font quelque chose. Les images filment des choses pour avoir à la fin un fichier qu'ils vont donner à des monteurs et les en sont à peu près la même chose. Les exploitants, pas du tout. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils branchent une caméra et ils récupèrent le signal qu'elle fait en direct et c'est avec ça qu'ils travaillent. Oui. Et c'est vraiment ça le cœur de la télévision, pardon, le cœur de la télévision, le cœur de la régie. C'est vraiment cette notion de flux, et cette notion de direct. Si tu agis sur quelque chose, tu agis sur quelque chose. Ça se verra tout de suite. Et, euh, et tu travailles avec, enfin, vraiment quelque chose. Je sais pas comment. Oui, en direct, en fait. Je Il n'y a trouve pas pas d'autres de, mots en il y a fait. pas, il y a Ouais, pas de c'est vraiment du stockage. direct. Ça passe dans un Non, câble et non, non, non. ça, voilà. Il n'y a pas de post-production. C'est quand on fait là par exemple, là, on fait ça en direct. On discute en direct. Si ma langue fourche, je dis un truc débile ou quoi que ce soit, bah tant pis, c'est du direct. Ça sera pas coupé au montage. Parce qu'il n'y a pas de C'est montage. pareil. C'est la même idée. Il Mm. n'y a pas de montage. Oui, c'est ce qu'on Il y a un appelle montage, mais en le. direct. Oui, c'est le broadcast, en fait. C'est ça le nom du. C'est le broadcast. Ouais. Broadcast, ouais, c'est pour diffusion. Donc c'est complètement cette idée de diffuser le truc en direct. Vraiment. Et donc, ça veut dire que les équipements doivent être parfaitement fiables, puisque bah, s'ils se cassent au milieu du direct, bah, t'as un peu l'air débile, bah, ça marche plus, quoi. Ouais, c'est Et ça. sauf que t'es encore en direct, donc zut, tu peux pas rattraper le truc. Enfin, voilà. Donc, donc c'est aussi le broadcast, on utilise aussi ça comme gamme de matériel en fait. Enfin, c'est comme adjectif, pardon, pour une gamme de matériel. C'est du matériel très fiable, c'est du matériel broadcast parce que c'est censé tenir, tu l'allumes et il tient jusqu'à ce que tu l'éteignes sans problème, sans planter ni rien, quoi. Ouais. Donc, enfin, ouais. Je sais Ouais. pas, c'était peut-être un peu hors sujet ça, mais Non, non, mais si, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que déjà le matériel broadcast, on le voit, il est différencié du matériel standard, et surtout Hmm, par sa gamme de prix, en fait, qui est excessivement ouais, cher. c'est très très cher, c'est très 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 cher. L'écart que je vous ai montré en photo là, je sais, mais je n'oserais même pas donner un ordre d'idée de prix, mais Je pense qu'on dépasse le c'est million, très très cher. non? Ah oui, je pense. Oui, oui, ah oui, oui. Ouais, Ouais, j'imagine. tous les équipements individuellement sont très chers. Hmm. Donc, t'en mets plein dans un camion. Même le camion de base, il est cher. Oui, c'est vrai. Et donc, si on revient au BTS, donc on parle beaucoup de régie, etc. Est-ce que tu as le Mm. matériel pour t'entraîner justement à ça au BTS? Quel type de matériel Ouais. on a au BTS pour pouvoir faire ça? Au BTS, on a
on a du matériel broadcast en fait, entre guillemets, de l'ancien matériel broadcast, puisque c'est beaucoup de matériel qui a été récupéré de vraies chaînes de télé ou de vraies boîtes de production. Et en fait, on a un assez large éventail de matériel qu'on peut utiliser et qui est vraiment représentatif de ce qu'on va pouvoir retrouver plus tard dans la profession. Et, euh, et donc déjà, c'est bien parce que c'est pertinent de travailler sur du matériel comme ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le BTS que j'ai fait, donc celui de Montaigu, nous permet de rester le soir pour travailler sur le matériel, en général jusqu'à 22 heures. Donc en fait, après, on a un peu champ libre sur le matériel. On peut faire des projets, des trucs, on peut s'amuser, quoi, ou juste allumer un équipement, voir comment on l'utilise, n'importe Mm. quoi. Expérimenté. En termes de formation, c'est très intéressant. Ouais, Mm. expérimenter. C'est euh, c'est hyper important. Et, euh, et donc voilà. Et après, ce qu'on fait, ce qui va être proposé par la formation générale, ça va être une formation théorique, pardon, j'avais perdu le mot. Mm. Théorique sur la vidéo, sur le son, qu'est-ce qu'un microphone, enfin un peu de tout, comment comprendre ce qu'on fait quand on branche un câble, comprendre ce qu'on fait quand on allume une caméra, comprendre ce qui se passe. Et, euh, et à côté de ça, donc aussi une formation donc, technique et de pratique, où on réalise des projets dans le cadre du BTS. Donc dans ce BTS-là, on a deux journaux pardon, télévisés au cours du cursus à réaliser en promo, quoi. Toute ta promo travaille sur un projet. Et c'est des trucs hyper intéressants. Il y a aussi une fiction. Enfin, il y a plein de projets comme ça qui permettent d'expérimenter vraiment et de concrétiser ce qu'on apprend au BTS et ce qu'on apprend quand on reste le soir pour essayer quelque chose. Mm. Ça sert jamais à rien, quoi. Il y a toujours des trucs à faire. Donc, tu Et, as une part euh, un peu de travail personnel, c'est-à-dire que en plus de la formation, ouais. tu te formes un peu toi-même sur les machines. Tu as ce Hmm. travail-là à faire en plus qui n'est pas forcément demandé. Il est pas forcément demandé, mais il est tellement conseillé et en fait, il est tellement important que qu'il faut vraiment en profiter. C'est hyper hyper important de faire ça. Mais oui, on a la possibilité de faire ça. Mm. Voilà quoi. Enfin, Oui, c'est important de c'est le faire. complémentaire en fait. Mm. On apprend des choses et après, faut l'appliquer. Et, Mm. euh, et si tu te retrouves tout seul face à une machine avec, euh, tu te mets au bout de 2 heures, j'ai ça comme objectif. Je connais pas du tout cette machine ou alors je connais juste un petit peu la théorie dessus. Je vais lire la documentation technique, je vais faire un truc. En termes de pédagogie, c'est hyper intéressant. Et ça, enfin, voilà quoi. Oui, J'ai c'est un grand l'impression qu'à chaque plus. fois je pars un peu hors sujet, mais Non, non, mais ouais. non, non, c'est bien de partir un peu sur les côtés. Pour revenir, du coup, toi, du coup, ta profession qui est vraiment technicien-chef, tu t'as pu te Mm. former sur de la HF dans le BTS? On a eu la chance au BTS d'avoir un ancien élève qui vienne nous parler pendant 2 jours de HF spécifiquement. Et on a la chance aussi d'avoir une liaison HF exploitable au BTS, ce qui est rare, Hmm. parce que ça court pas les rues, tout simplement, C'est les et mêmes c'est systèmes cher. HF que tu utilises aujourd'hui? Ouais, exactement les mêmes. D'accord. Donc, enfin, celui qu'on utilise majoritairement pour faire de la HD, c'est celui qui est disponible au BTS. Donc ouais. Et puis j'ai fait un stage aussi, là où je travaille maintenant, Hmm. pendant mon BTS parce que justement cet ancien élève qui est venu nous en parler 2 jours, j'ai bien aimé ce dont il m'a parlé et j'ai eu envie d'aller voir en vrai ce qui se passe. Hmm. Et donc je suis parti en stage là-bas, quoi. Et ça t'a plu? Ouais. Et j'y suis encore. Ouais, t'es sûr encore, t'étais resté là-bas en fait. Ouais, c'est ça. Je Ok. suis pas, je suis pas reparti. Avant de parler des stages, on va en reparler. Bah, t'as un peu commencé à en parler au niveau des interventions professionnelles. Donc, en plus de la Mm. formation théorique pratique, tu as aussi des interventions de professionnels. Ouais, ouais, c'est quelque chose d'assez important aussi dans le BTS, c'est-à-dire que les profs sont des profs, pour la plupart jamais été des professionnels. Donc ils nous apprennent des choses qui sont très vraies, mais ils n'ont pas forcément le recul euh, ni l'expérience en fait des vrais professionnels de l'audiovisuel. Hmm. Et donc il faut intervenir comme ça des anciens élèves qui viennent transmettre leur savoir sur un type de travail particulier
ou un type de production en particulier ou une machine en particulier. Euh, et donc voilà, à chaque fois c'est des petites sessions de 2-3 jours. Et ça nous permet en fait de faire au final, dans l'année, on a plein de focus sur tous les équipements différents qu'on peut voir et qui sont intéressants à voir. Et ça fait qu'à la fin, bah en fait, on est plus fort que les profs, quoi. Ouais. C'est l'objectif en fait, c'est qu'on sache mieux utiliser une régie que les profs, quoi. Parce que donc, pour Donc, résumer, les profs, ils apportent cet aspect théorique, cet aspect scolaire, ouais, et les ouais. professionnels apportent cette réalité du terrain, entre guillemets. Les profs, ils sont là pour le côté pédagogique et le côté méthode de travail. Et méthode de travail, méthode d'apprentissage et poser les bases en fait. Parce que les bases, enfin voilà, ils sont là pour ça. Ils nous posent, ils nous créent des fondations assez solides. Et après, c'est à nous de construire un petit truc par-dessus. Et Le donc on toit. a les professionnels, ouais, c'est ça le toit. On a le professionnel qui vient nous installer un Velux. Donc voilà, ça. Ah, En mais gros, t'es c'est fort, ça bien. l'idée. Ok. Et donc, c'était à quoi? Bon, on va pas citer toutes les interventions parce que je sais pas combien il y en a, mais en globalité, qu'est-ce que t'as en intervention sur ces 2 ans? Sur ces 2 ans, j'ai eu, bah, du coup, on va retomber sur le truc principal de la régie. Il y a la formation sur le mélangeur, on en a eu 2 ou 3 même dans l'année, dans les 2 ans. Donc le mélangeur, je répète, c'est la machine qui permet de mélanger les signaux vidéo Mhm. et d'obtenir en fait le programme, ce qu'on diffuse. Donc ça permet de mélanger les signaux, de C'est passer ça. d'une caméra à l'autre. C'est celle-là, exactement. Faire des fondus, des trucs comme ça permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on apprend justement en fouillant dans la machine, en fouillant dans les capacités. Et donc avoir un professionnel qui nous parle de ça, bah, c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant. Mm. Et donc ça, c'est une des formations, une des interventions principales qu'on a. On en a aussi sur le fonctionnement global en fait d'une chaîne de télévision. On en a une qui parle uniquement de ça. Et donc là, c'est vraiment la vue d'ensemble depuis le plateau jusqu'à le téléviseur du spectateur. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont toutes les étapes? Tous les trucs comme ça. On a aussi quelqu'un qui vient nous voir pour nous parler de tout ça et c'est hyper intéressant aussi. On apprend plein de choses. On a la HF du coup. On a une intervention sur l'équipement qui permet de faire des ralentis euh, sur le foot par exemple. Il y a un but. Et là, tout d'un coup, il y a une animation qui fait comme ça, et puis là, on voit un ralenti de l'action, et puis il y a un autre truc qui revient, une autre animation, et puis on retourne sur la caméra plan large, ou je sais pas, n'importe quoi. Ouais, le direct. Euh, le direct, c'est ça. La machine qui permet de faire euh, ce ralenti, c'est une machine qui est aussi très compliquée à utiliser et très intéressante, et qui permet de faire plein de choses. Et donc, on a aussi quelqu'un qui vient nous faire un focus uniquement sur cet équipement-là. Enfin, il y a pas mal de choses. Vraiment plein de trucs trop cool. Ouais. Aussi Bon, sur bah, ça, comment gérer la colorimétrie des caméras, le métier d'ingénieur de la vision. On a une intervention sur l'OP synthé. Donc c'est celui qui gère tous les petits bandeaux du style David Pujadas, ouais. présentateur. Enfin des trucs comme ça. Enfin voilà, comment on les crée, comment on les envoie dans le mélangeur, comment tout ça. Enfin voilà, Mm. Donc plein au plein de choses. final, à la fin de la formation, tu pourrais rentrer dans une régie et t'asseoir à n'importe quel poste, Ouais, quasiment. c'est l'idée. Ouais. Et d'ailleurs, quand je rentre du coup dans les cars de mon entreprise là, à chaque fois, genre, j'ai envie de toucher à tout. Genre, Ouais. j'ai envie de m'asseoir à tous les postes et de faire des trucs. Mais, Ouais, euh, ouais. mais ouais, l'idée, c'est que tu sors du BTS, tu peux occuper n'importe quel poste dans une régie. Ok. Donc toi, tu as choisi la Donc, HF. Est-ce que plus tard, tu souhaites hmm, partir sur d'autres postes, justement, ou tu souhaites rester dans la HF? j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup pouvoir faire d'autres choses, mais il y a beaucoup de travail en chef, donc pour l'instant, je sais que en faisant que ça, je pourrais déjà tenir un certain temps sans aller voir ailleurs, quoi. Mm. Mais j'aimerais beaucoup être un peu truquiste, faire un peu de mélangeur, ou être chef de carte tout simplement, donc celui qui a la vue d'ensemble sur toute la régie, qui gère l'interconnexion entre toutes les machines. Ça, j'aimerais beaucoup aussi faire ça. Mm. Et, plein de choses en fait que j'aimerais Ouais. faire. Bah ouais, c'est le problème des exploitants, c'est qu'ils veulent faire beaucoup de choses. Parce que tout a l'air intéressant.
au final. Tout est intéressant, venez, venez. Euh, Tiens, on nous pose une question là qui correspond. Le métier d'exploitant en chef, est-ce que tu l'as appris sur le terrain du coup ou est-ce que tu l'as appris à la formation? Très bonne question. Bah, j'ai appris la HF. En général, la base de la HF, je l'ai appris pendant la petite intervention là de l'ancien élève. Et, euh, et après, j'ai appris beaucoup plus de choses en fait. Enfin, j'ai vachement approfondi ça quand je suis venu en stage. Et, euh, et en fait, bah, ça s'apprend beaucoup. Ça peut parfaitement s'apprendre sur le terrain en fait. C'est ça ce qui est assez cool aussi, c'est que tu peux venir. Enfin, j'ai plein de collègues qui ont fait ça comme ça, qui sont venus en tant que assistant d'exploitation HF, sans rien connaître à la HF et qui ont appris sur le terrain. Moi, ça n'a pas été mon cas, mais c'est complètement possible de faire ça. Et de toute façon, on sait jamais tout, on se forme toujours, j'apprends encore plein de choses. Je travaille depuis 4 mois, je crois, j'apprends encore beaucoup, beaucoup de choses. Je suis très, très loin d'être au point partout, donc on se forme, on continue, et tu peux venir sans vraiment savoir ce que c'est. Au bout d'un moment, tu sauras, quoi. Tu t'apprendras. Ouais, parce que du coup, t'es sorti du BTS là, il y a même pas un an, en juin dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis sorti en juin dernier, c'est ça. Et j'ai commencé à travailler en juillet, début juillet. Ah, donc c'était très rapide. En fait, c'était dû justement au stage que t'as parlé, où ils t'ont embauché Hmm. directement au final, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On est resté en communication euh, après la fin de mon stage, et puis voilà quoi. Et puis ça a marché On était direct. globalement, c'était d'accord des deux côtés globalement pour que je revienne, quoi. Donc, Ouais, donc c'est cool. ouais, ça c'est super. Donc les stages, j'imagine Hmm. que c'est quelque chose de très important au BTS. Combien il y en Ouais. a? Comment ça se passe? Est-ce que vous vous êtes aidé pour trouver des stages? Alors, au BTS, bah, je ne peux parler que du BTS de Montaigu puisque c'est le seul que je connais vraiment. Hmm. Je sais pas exactement comment ça se passe, même si c'est sûrement globalement la même chose dans les autres. Mais pour valider ton BTS administrativement, il te faut 8 semaines de stage pendant le cursus. Au moins 8 semaines de stage pendant le cursus. Et ce qu'ont décidé de faire les gens du BTS de Montaigu, c'est de proposer un stage en fin de première année, souvent de fin mai à mi-juillet ou début juillet plutôt, Mhm. de 7 ou 8 semaines, et un autre stage de 4 ou 5 semaines en deuxième année, pendant l'hiver, en janvier-février. Mhm. Et donc ça permet en fait d'accumuler genre 13 semaines de stage, ce qui est plus que nécessaire, mais qui permet surtout de faire 2 stages différents, donc de voir 2 entreprises différentes, 2 domaines différents potentiellement, 2 manières de travailler différentes, donc en fait, c'est vachement intéressant. Mhm. Et, euh, et on est aidé pour les trouver parce que il y a tout un réseau d'anciens élèves en fait qui permet de. Il y a des anciens élèves du BTS dans absolument toutes les boîtes d'audiovisuel de France. Donc en fait, à tout moment, il y a un esprit montacutain. Ah Donc ouais, les gens dans de le milieu. Montaigu, ils sont très soudés. Ouais, ouais, ils sont assez soudés. Donc en fait, si t'envoies un mail à un ancien de Montaigu à qui t'as jamais parlé et que tu lui dis, bah voilà, je suis à Montaigu, je cherche un stage, tu peux m'aider? Ben il y a de très très fortes chances pour qu'ils disent, bah ouais, viens mon pote, ça va être génial. Donc, euh, donc on est Ouais. assez aidé aussi puisque les profs ont les contacts de tous les élèves et savent vers qui je sais pas comment dire, mais Te diriger. t'envoyer, Ouais, t'envoyer. c'est ça, te diriger, ouais, c'est ça. Ouais, Donc, parce que ouais, du coup, au final, les intervenants sont quasiment tous des anciens élèves. Euh, ouais, les stages, c'est fait avec des anciens élèves aussi. Ouais, ouais, c'est un peu côté famille en fait. C'est un peu ouais, familial. complètement. Ben, ouais. Puis je travaille très régulièrement avec des anciens du BTS et c'est très drôle, quoi. On a des références communes, enfin, c'est super, c'est trop marrant. Et après, je pense que c'est pareil dans tous les BTS, Oui, ce côté un mais voilà, peu quoi, familial. vraiment, Ouais. vraiment très cool. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc voilà, quoi. Donc tu sors du BTS. Donc la professionnalisation, elle s'est faite toute seule parce que bah, tu es sorti, bim, t'es rentré à MP. Ouais. Donc ça, c'est assez simple. Enfin, ça s'est fait c'est tout seul, donc c'est super cool. Ça s'est fait tout seul, ouais. Surtout que t'es en CDI là en ce moment. Ouais.
Ouais, Ouais, donc, ouais, je suis en CDI. et est-ce que tu souhaiterais plus tard, parce qu'il c'est aussi intermittence, toi tu... Bon après, AMP est quand même une très grosse boîte, donc je pense que juste en CDI, tu peux faire beaucoup de choses. Mais est-ce que Hmm. justement, toi à l'avenir, sur les autres postes que tu voudrais faire, l'intermittence t'intéresserait? Ouais, l'intermittence m'intéresserait. Déjà parce que j'ai parlé du fait que j'avais envie de faire d'autres choses Hmm. et que bah, je peux pas rester en CDI et aller faire truckiste en fait. Enfin, si je suis en CDI, je suis en CDI à la chef, donc je peux pas aller faire truckiste, c'est logique. Hmm. Donc à un moment donné, si je veux vraiment aller voir ailleurs, je vais être obligé de changer de statut. Et, euh, et puis l'intermittence a un avantage que le CDI n'a pas, c'est le fait de pouvoir travailler dans plusieurs boîtes, donc avec des gens vraiment différents et des ambiances différentes. Et ça, c'est plutôt sympa. Hmm. Mais, euh, mais je vais rester encore quelques temps en CDI, je pense, hein. Ouais. Je vais pas faire ça tout de suite, quoi. Oui, 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 c'est normal. Oui, parce que t'as même pas un an encore d'ancienneté, oui, t'as encore le temps. C'est ça. Ok, ok. Ouais. Et pour revenir rapidement sur le BTS, est-ce que tu pourrais nous donner un point positif et un point négatif de la formation? Oh, euh, je trouve pas de point négatif. Ah merde! Euh, ouais, c'est quand même une formation très exigeante, on va dire que c'est ça le point négatif. Hmm. Même si je suis pas sûr que ça compte vraiment, mais enfin, c'est forcément exigeant. Mais C'est que t'as une charge de ça reste. travail lourde, c'est ça? Ouais, sur la deuxième année, la charge de travail devient très lourde. Sur la fin, c'est c'est dur. Enfin, il y a vraiment une différence nette entre la première et la deuxième année. Parce que la première année, bah, t'es là, quoi. T'as pas trop de soucis, t'as pas d'examen important à passer, pas de trucs. On s'en fout un peu. Hmm. Et tout d'un coup, deuxième année, là, c'est la guerre parce que t'as l'examen, enfin, t'as le BTS, t'as 28 trucs à passer différents et tout. Et Plus les plus les projets pro. projets, Ouais. c'est ça. Plein, donc ça fait un gros planning. C'est très intense. La deuxième année est très intense. Hmm. Point positif, en fait, il y en a plein par contre. Au Hmm. final, parce que tu apprends plein de choses, c'est super, tu t'éclates, tu te fais des potes, tu fais des projets, enfin, il y a tellement de points positifs en fait. Hmm. Enfin, moi, j'ai vraiment très très bien vécu mon BTS, donc je Ouais. trouve beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Ouais, j'imagine. Après, je pense Mais, qu'on peut noter un grand point positif par rapport justement bah, sur le BTS audiovisuel en général, justement, au lieu de se rattacher qu'à Montaigu, c'est que le BTS audiovisuel public est gratuit par rapport à des formations qui peuvent coûter mm, 8 à 10 000 euros par an. Ça, je pense, c'est ouais, un très gros point totalement. positif. Parce que toi, du coup, Ouais. en termes de budget, c'était quoi comment tu gérais financièrement ta formation, en fait? C'était quoi tes coûts? Bah, c'est la vie à Montaigu. Bah déjà, en fait, l'avantage de Montaigu aussi, c'est que c'est une petite ville. Donc, euh, donc t'as pas des loyers très élevés. Tu peux trouver des choses vraiment décentes pour des prix vraiment abordables. Hmm. Et en tant que boursier, bah, enfin voilà, j'avais un petit peu d'argent qui me venait, et puis il y avait les parents qui aidaient. Et donc, bah, en fait, Ça roule tout ça seul. va, quoi, ça se fait. Hmm. Ouais, ça roule tout seul. Et, euh, et puis comme la ville est toute petite, du coup, tu traverses la rue et tu croises quatre potes. Donc, si vous voulez travailler ensemble, bah, enfin, genre, il n'y a pas besoin de prendre un métro. Enfin, C'est pas comme Paris. c'est, tout est, c'est pas comme Paris du tout. Hmm. C'est pas comme, enfin, c'est vraiment une petite ville pour le coup. Hmm. Donc, le plus loin que tu vas faire, tu vas marcher 20 minutes, quoi, pour aller. Donc, enfin, c'est un gros point positif aussi. Et Ouais. la vie se fait très bien là-bas. Hmm. Et puis c'est pas très cher, quoi. Enfin, ça va. Ouais, vu que c'est une petite Donc ville. c'est cool. Ouais, ouais. D'accord. Donc en Je sais pas point si j'ai bien négatif. répondu à ta Si, question. si, si, bah, si, si, c'était à peu près ça. Donc ouais, en point négatif, ce que tu peux noter, ouais, c'est une charge de travail assez conséquente. En Ouais, termes de théorie, est-ce que c'est difficile les cours théoriques qu'on fait? Déjà, c'est quel type de ouais. cours on a et, et Ah est-ce ouais, que c'est c'est vrai que j'ai pas parlé difficile? de ça. En fait, le entre guillemets point négatif, c'est normal. Mais c'est un peu rageant des fois. C'est que en tant qu'exploitant, tu es censé avoir une connaissance technique vraiment très bonne, alors que d'autres options n'en ont vraiment pas besoin. Donc tu vas te retrouver à avoir potentiellement des profs vachement plus exigeants que d'autres sur des sujets très difficiles. Enfin, par exemple, je pense à la TES, donc c'est une matière qui s'appelle la technique des équipements et supports.
Donc c'est globalement de la physique appliquée et tout ce qui va être la théorie vraiment de l'audiovisuel. Donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'un signal vidéo électriquement parlant, qu'est-ce qu'un câble, qu'est-ce qu'un microphone mécaniquement parlant et électriquement parlant, ce genre de choses. Mm. Et donc là tout d'un coup, c'est dur, c'est une matière dure parce que parce que c'est très très concret, mais à la fois c'est vraiment c'est dur à suivre. Et Et, et les profs qui enseignent cette matière-là ne sont pas tous aussi exigeants les uns que les autres. Il se trouve que, pour des raisons complètement compréhensibles, le pire, le plus exigeant, c'est le prof des exploitants et le Mm. prof des gens qui sont en son. Mm. Donc tu te retrouves à te faire allumer sur un contrôle parce que t'as pas exactement répondu à une question, alors que les autres, ça passe très bien. Des fois, c'est un peu rageant. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais, mais, donc il y a ça, ça c'est dur. Ça c'est aussi quelque chose de dur parce qu'effectivement tu as beaucoup de connaissances à, à j'allais dire approfondir, mais c'est pas le bon mot. À connaître. Euh, ouais, à connaître, à apprendre au cours de 2 ans. Et en fait on a trop pour 2 ans. Normalement il faudrait que ce soit plus long. Mm. Mais du coup c'est très intense, très dur. Faut vraiment tenir le rythme. Mais à la fin, c'est vachement bien. Et, et à part ça, la formation théorique, elle est composée de pas mal de cours différents, pas mal de disciplines. Donc il y a la TES, donc c'est un des cours principaux, Mm. technique des équipements et supports. Il y a de la physique pure, du style de l'optique ou calculer une puissance, enfin tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y a de l'EEJ, donc pour enseignement des équipements et supports. Pas des équipements, pardon. Oui, ça N'importe correspondait pas quoi. du tout aux initiales. Non, pas du tout, pas du tout. Pour environnement économique et juridique, là c'est Ok. bon. Donc là c'est tout le côté légalité de l'audiovisuel. Ah, donc Pourquoi est-ce que t'apprends t'as pas le quand droit de faire même. décoller un drone n'importe Ouais. où? Enfin, il y a pas mal de trucs. Le contrat d'intermittence, c'est te préparer dans ta vie de professionnel juridiquement parlant. Mm. Et il y a de l'anglais appliqué. Donc basé J'ai oublié un truc, j'ai oublié sur la le C2A. professionnel. Ouais. Pardon, tu disais un truc? Je disais basé, du coup l'anglais, il est basé, c'est de l'anglais professionnel, je veux dire, c'est par rapport à ton. Ouais, c'est ça, c'est ça. On va t'apprendre du vocabulaire vachement plus spécifique au métier, à l'audiovisuel, savoir communiquer. Enfin, c'est sûr que si tu dis c'est dire bonjour, je sais manger une pomme, Ce bah sera pas utile. ça va pas beaucoup t'aider quand tu dois parler avec un mec de l'écurie alpine qui parle qu'anglais et que Oui. tu dois installer un équipement dans sa voiture. Bah si tu sais dire que tu manges une pomme, bon, c'est ça, cool, mais ça va ça pas va pas t'aider des masses servir. quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et, Et tu parlais et C2A, du je coup, crois. je parlais de ces deux-là, ouais. C'est la dernière matière, c'est la culture audiovisuelle et artistique. Euh, donc les exploitants souvent ils s'en foutent Ouais. parce que c'est des gros techniciens, eux ce qu'ils veulent c'est brancher des câbles et donc regarder un film et l'analyser ça les intéresse pas souvent. Mais mais c'est une matière très intéressante aussi. Mm. Et donc là c'est vraiment de l'analyse filmique, de la culture audiovisuelle en général, comprendre qu'est-ce que c'est le montage, qu'est-ce que ça apporte le montage, le sens d'un film, Mm. Bah, je tout voulais ça quoi. rebondir sur la session de tout à l'heure où on était avec Stéphane, on a parlé un peu d'analyse filmique, où justement il critiquait le Mm. fait que, alors je crois que c'était uniquement en fac, sur le fait que bah, les analyses étaient vraiment très simplifiées, où genre on chronométrait les plans et c'est à peu près tout. Est-ce que c'était à ça Mm. que ça correspondait tes cours d'analyse filmique ou c'était un peu plus, c'était poussé un peu plus comme ce que Stéphane disait? C'était quand même un peu plus poussé. C'était en fait ce qui m'a manqué, je pense, pendant les cours de C2A au BTS, c'est qu'on soit vraiment bien accompagné dans la démarche de faire une analyse filmique et vraiment, on l'a pas vraiment, je trouve, bien appris. Mais enfin moi j'étais censé déjà le savoir parce que j'en ai fait au lycée, mais j'étais pas très bon à l'exercice. Ah. Mais aïe aïe aïe. Aïe aïe. Euh, mais je suis un exploitant. C'est l'excuse. Mais en fait, c'est mon excuse parfaite. Mais du coup, je perds mes mots.
Oui, donc l'analyse chimique, est-ce que c'était uniquement du Oui, chronométrage ou est-ce pardon. qu'on allait un peu plus loin? Non, on est quand même un petit peu plus loin, c'est-à-dire que l'idée c'était vraiment d'apporter un sens à une séquence, euh, vachement plus que dire bah, ce gros plan il a duré tant de temps donc ça veut dire ça. Là, c'était vraiment la séquence en général, tu trouves des éléments dans cette séquence qui te font penser à un sens, tu trouves une problématique, tu développes quelque chose. En fait, c'est ça, la séquence, l'enchaînement de plans, elle est censée dire quelque chose et ton travail quand tu fais ça, une analyse filmique, c'est vraiment de trouver justement ce que veut dire, ce que signifie cette séquence, quel est le sens de tout ça, quoi. Hmm, Et c'est ça le travail, c'est ça le truc, mais c'est pas facile à faire. ouais. Je trouve ça dur. Ouais. Mais mais c'est ça, quoi. Donc je pense que oui, au final, on approfondit quand même plus que ce qu'il a l'air de dire sur ce qu'il faisait en D'accord. fac, quoi. Ok. Donc pour finir avec la théorie, c'est la question un peu que tout le monde se pose de manière silencieuse, c'est est-ce que la théorie est utile pour la pratique? Et ben malheureusement, oui, complètement. Ah, Parce que personne n'aime la théorie, tout le monde aime la pratique, mais c'est hyper important en fait. Parce que la théorie, c'est tu comprends ce que tu fais quand tu fais ta pratique. Donc c'est bien de brancher un câble et de voir que ça marche, mais si tu sais pas pourquoi ça marche, ben ça sert pas à grand chose. Et c'est en théorie que tu vas apprendre ça. ok. Donc oui, c'est hyper important. Malheureusement, parce que c'est quand même chiant, c'est hyper important. Ok. Ouais, sans théorie, en fait, tu pourrais pas mettre en place, comme tu disais, tester les équipements, tout ça. Tu y arrives beaucoup mieux quand tu Mm. comprends comment ça marche. Ouais, ouais, complètement. Et tu peux trouver tout seul une réponse à un problème, une solution à un problème, juste en ayant compris comment ça marche et comment c'est censé marcher. Ce que tu ne peux pas forcément faire quand t'as pas compris et que tu fais les trucs un peu mécaniquement. Et un BTS, c'est un brevet du technicien supérieur. La différence entre un technicien et un technicien supérieur, c'est que le technicien supérieur, il sait ce qu'il fait quand il branche un câble. Enfin, il Hmm. sait ce qui passe dans le câble, quoi. Ouais. Et donc c'est à ça que sert la théorie aussi. Hmm. Donc, Donc la théorie est donc importante, voilà. malheureusement. Ouais. Malheureusement, elle est très importante. Ok. Euh, on termine sur le BTS. Au niveau, bah justement, on se forme pendant 2 ans pour un examen. L'examen, comment il se Mm. présente? Alors l'examen, il se présente, il y a plusieurs épreuves dans toutes les matières qui vont passer, qui sont un peu disséminées au cours de la deuxième année. Et il y a aussi, enfin, genre, il y a deux épreuves de C2A, il y a une épreuve d'anglais, un oral, euh, une épreuve de fusionner en fait entre la physique et la TES, des trucs comme ça, c'est des trucs pas cool. Hmm. Et il y a surtout en fait une formation, enfin un contrôle en cours de formation qui s'appelle CCF, qui sont des petites épreuves qui se passent, une en première année, une en deuxième année. Donc c'est une demi-journée où tu fais un exercice pratique et c'est voir si tu sais appliquer ce que tu as appris. Et il y a un projet à caractère professionnel, donc PCP, qui est donc 6 semaines intenses de travail en équipe pour rendre un vrai projet avec un réalisateur, avec un client, enfin une demande, voilà. Et donc 6 semaines pour faire le projet de A à Z. Donc c'est-à-dire que le premier jour, tu rencontres ton réalisateur, il te dit j'ai envie de faire ça, et à la fin du 6 semaines, tu as le produit fini. Mhm. Et après, tu as un oral sur ce projet, un oral de pratique et tout, de quels sont tes choix en tant qu'exploitant, pourquoi est-ce que tu as fait ton travail comme ça, machin. En tant qu'image, pourquoi est-ce que tu as fait ton travail comme ça, et ainsi de suite. Et un oral également sur tout l'aspect justement juridique de ce projet-là. Et Mhm. donc c'est la finalité du coup de la fameuse matière, le J. Et, euh, et donc voilà, après la moyenne de tout ça, ça fait ta note de BTS. Et si t'as 10 ou plus, tu passes, sinon tu passes pas. Mais voilà quoi. Oui. Et t'es passé facilement ou sur la ligne? Ça va. Ça va? Non, je suis passé assez facilement. J'avais 13,5 de moyenne sur les épreuves, donc ça va. Et donc est-ce qu'au final la formation elle est dure ou est-ce que en fait si on suit ça va?
Enfin, je veux dire, même en suivant, est-ce que c'est dur ou est-ce que ça reste faisable, on va dire, sans trop perdre de vie sociale? Bah, ça dépend des gens. C'est toujours un peu ça, mais ça dépend des gens. Moi, je fais partie des gens qui n'ont pas besoin de travailler beaucoup, beaucoup chez moi pardon, je te pèle dans la table, pour, pour réussir scolairement. J'ai jamais vraiment, vraiment travaillé des masses à l'école parce que ça me saoulait bien. Hmm. Mais Beaucoup. pour autant, j'ai toujours à peu près bien réussi, quoi. Hmm. Donc je fais partie de ces gens-là. Donc ça va. Pour moi, ça va. Mais il y a des Ok. gens qui, euh, qui ont vachement plus galéré à l'avoir. Au final, dans ma promo, tout le monde l'a eu, sauf une personne. Donc on est 37, 36, 37, 37 à l'avoir eu. Hmm. Et, euh, et donc ça va quoi. En fait, le diplôme n'est pas forcément, je trouve, difficile à obtenir. Mais en fait, il y a tellement de connaissances à prendre pendant le BTS que faut foncer quoi. Et en fait, c'est pas le diplôme non plus qui va dire que c'est pas parce que t'as le petit bout de papier qui atteste que t'as passé ton BTS que, que ça veut dire que t'es fort, et c'est pas parce que tu l'as pas que ça veut dire que t'es nul. Hmm. C'est euh, C'est un bout de papier. c'est malheureusement c'est un bout de papier, c'est du scolaire de toute façon. Enfin, en fait, t'es pas forcément euh, évalué sur des critères qui sont les mêmes que ceux qui définissent si t'es un bon technicien ou pas en fait. Enfin, ça va être voilà, c'est scolaire quoi. C'est normal, mais c'est scolaire. Ouais. C'est Ok. Donc voilà. Très Mais bien. Donc, au non, niveau de l'examen, ouais, ça se passe plutôt bien, quoi. ça se passe plutôt bien. En général, ça se passe bien. Ok. Donc, on a parlé de la fin du BTS, on va parler d'avant BTS, l'admission. On en a Mm. parlé rapidement, on va en reparler un petit peu, surtout qu'il y a une question dessus. C'est les conditions d'admission d'un BTS. Est-ce que, je ne sais pas si t'en connais beaucoup, mais je te le demande quand même. C'est quoi les conditions, c'est quoi le profil type d'un étudiant de BTS audiovisuel? Donc pour quelqu'un qui souhaiterait y rentrer. Ouais. Bah, très bonne question. Le profil type de quelqu'un pour entrer en BTS, ce serait, en fait, c'est quelqu'un qui est passionné. Enfin, dans l'idée, vraiment, c'est les métiers de l'audiovisuel, c'est des métiers de passion. Donc, ce qu'il faut montrer si tu veux rentrer en BTS, c'est que tu kiffes faire ça et que tu veux continuer à faire ça. Et ça sert à rien, en fait, de venir et de dire j'ai déjà fait ça, une grosse production trop stylée. Ou alors de dire j'ai un super dossier, regardez, j'ai 18 en physique, c'est trop bien. Si à côté de ça, t'as jamais fait de film, ou si à côté de ça, t'as jamais vraiment fait de projet, ou t'as jamais, je sais pas, des trucs cons, t'as pas fait de bénévolat, t'as pas fait de. En fait, tout ce genre de trucs, le fait de faire des projets tout seul dans ton coin, avec un bout de ficelle et tout, c'est hyper intéressant à montrer, parce que ça veut dire que t'es débrouillard et que ça veut dire que t'as envie de faire des choses. Et je sais pas, je reviens sur le bénévolat. Le fait de faire du bénévolat, c'est aussi, ça montre que tu es quelqu'un qui fait des choses de ta vie, quoi. Enfin, tu te projettes dans des choses, tu te donnes de ta personne pour des causes ou quoi que ce soit. Et en fait, un profil trop scolaire, c'est pas si intéressant que ça. Hmm. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui fait des trucs. Parce que c'est des métiers où savoir en fait genre savoir faire un tableau Excel ça sert à rien quoi. Je Hmm. sais pas comment dire mais c'est surtout des métiers où c'est la démerde quoi. Tu sais ce que tu fais mais ça se passera jamais exactement comme tu veux que ça se fasse. Donc il faut savoir te démerder et c'est ça ce qu'il faut que tu montres, c'est que tu as envie de faire un truc et que tu sais te débrouiller et que tu sais aller de l'avant, faire des choses, enfin Hmm. c'est ça le profil je pense qui est demandé et enfin, en fait je sais que c'est ça parce que j'en ai parlé avec des profs donc je sais que Des débrouillards. voilà quoi, c'est ça, il faut des gens débrouillards, il faut des gens qui font des projets, il faut des gens qui veulent faire des projets et qui font des trucs de leur vie, quoi. Autre que bah, réviser la physique. Ouais, Je sais pas là, pourquoi en fait, j'ai la physique en tête là, mais c'est bizarre. En gros, c'est de mettre en pratique, c'est d'expérimenter bizarre. les choses, de faire des Ouais, films, en fait. ouais, ouais. Puis c'est la mentalité du BTS d'où je viens en fait. C'est vraiment avec cette histoire d'accès là, de pouvoir être au BTS le soir et travailler. C'est vraiment cette mentalité là
de faire des choses, quoi. Tu as envie d'expérimenter, tu as envie de t'entraîner, tu as envie de faire des trucs, même si c'est pas forcément glorieux à montrer. Genre mes petits courts-métrages que j'ai fait quand j'étais au collège, bah, j'évite de les montrer, ils sont pas ouf, hein. Mais j'ai quand même mis dans ma lettre de motivation, j'ai quand même mis dans mon CV quand j'ai voulu rentrer au BTS parce que ce qui est important, c'est pas d'avoir fait un bon film. Ce qui est important, c'est d'avoir essayé de faire un film. Ça, c'est beau, ça. Et merci. Mais voilà quoi. Donc ça peut, enfin là je parle de film, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une radio, ça peut être, t'as créé une asso, t'as fait un truc, tout est intéressant. Beaucoup, c'est hyper large en fait ce qui peut être fait. Mais voilà quoi. Ok. Et en termes Je un sais peu pas, juste de plus. taffer l'été. Ouais, c'est bien Excuse-moi, entendu tu en voulais dire un plus. truc. Ouais, je disais, au niveau d'un truc scolaire, justement, et c'est quelqu'un qui pose cette question-là. En termes de bac, est-ce qu'il faut un bac précis ou est-ce que à peu près tous les bacs peuvent intégrer un BTS option TUE? Option TIE, il faut malheureusement beaucoup plus des profils scientifiques ou des profils technologiques que bah, en fait littéraire. Si tu viens et que tu as fait un littéraire, ça va être très très dur. Parce que c'est exigeant. La physique est plus dure que pour les autres options. Et la TES aussi. Et, et c'est des matières scientifiques. Donc en fait, tu vas te retrouver très très vite si tu n'as pas, si ça fait 2 ans que t'as pas fait de maths ou si ça fait 2 ans que t'as pas de physique, tu vas ramer quoi. Mais tu vas vraiment ramer. Ça va être très dur. Donc je- j'ai envie de dire, mon petit côté optimiste dit que c'est sûrement possible, mais je pense que les profs vont voir ça comme un frein si au niveau de l'admission, malheureusement. Hmm. Parce que effectivement, ils savent d'expérience que un profil littéraire va avoir du mal dans ces options-là, dans l'option TI2E. Donc c'est Donc plutôt des bacs S. Les bacs pro, est-ce que ça rentre aussi en TUE? les bacs pro, oui. Ce qui rentre le plus en bac pro, c'est le bac pro SN, donc pour système numérique, je crois. Mais oui, complètement en bac pro. Il y a en fait dans le BTS, il y a 8 places, mais en fait pas vraiment. Il y a plutôt 7 places, parce qu'il y en a une qui est réservée pour un bac pro. Donc, Hmm. euh, donc dans tous les cas, il y a des bacs pro qui rentrent, ça, il n'y a aucun problème. Mais après, j'avoue que pour les bacs pro, je sais pas trop lesquels sont plus intéressants que les autres. Ouais, Je pense SN c'est bien, mais les autres, je sais pas trop. d'accord. Voilà. Donc surtout, surtout pas littéraire, en gros, surtout, j'ai plus le nom, scientifique, c'est ça. Toi, t'as fait quoi comme bac? Plutôt scientifique. Moi, j'ai fait un bac, du coup, bah, il y avait plus les filières, donc c'était avec les spécialités. Donc moi, j'ai fait spécialité physique et cinéma. Ok. Donc, Ouais, donc, vraiment un profil bizarre, quoi. bah, un profil un peu oui, de quelqu'un qui va rentrer en BTS finalement, puisque tu fais du cinéma, tu fais de la physique. C'est un peu ce que tu Ouais, c'est disais. ça, je savais ce que je visais, quoi. Ok. Bah écoute, je te propose de faire une sorte de mini pause jeu. On va jouer un petit jeu tous les deux. Ok, Pendant ce vas-y. temps, en attendant, ceux qui sont en live, vous pouvez poser vos questions dans le chat, que juste après on aura un petit moment pour y répondre. Je vois qu'il y en a quelques-unes qu'on n'a pas encore répondu, donc on y reprendra à ce moment-là. Mais maintenant, je vais t'expliquer donc le jeu qu'on va faire. C'est un jeu qui vient d'un concept de Hugo Décrypte, si tu connais. C'est en gros, j'ai Je 60 connais secondes. deux noms. Ouais, tu connais de nom. Donc tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions que je vais te poser. Là, je vais en avoir une dizaine. Donc tu as 60 secondes pour répondre au maximum de questions. Donc c'est des questions axées sur ton Ok, métier ou sur les études. ok. Euh, et du coup, il faut surtout des réponses courtes si tu veux en répondre à un maximum. Mais évidemment, c'est compliqué quelquefois. Ok, est-ce que tu es prêt? Ouais, quand tu veux. Eh bien, c'est parti. La meilleure source d'apprentissage du métier. La pratique, le terrain. Le meilleur conseil qu'on t'a donné. Écoute les anciens, ils ont des choses à apprendre. Faut-il forcément faire des études pour faire ce métier? Non, ça aide d'en faire, mais c'est pas obligé. Quel est le plus difficile dans ton travail? Hmm, Parfois, tu as des amplitudes horaires qui sont vraiment compliquées à suivre. Enfin, des fois, tu fais des journées vraiment longues. Et, Ok. euh, et après, t'es claqué, quoi. Faut- Je vois. Faut-il être passionné? Ouais, ouais, sinon c'est dur. Le conseil que tu aurais aimé recevoir.
Je sais pas. Ok. Franchement, je sais pas. 3 caractéristiques d'un bon technicien. Débrouillard. Euh... J'ai perdu. Non, débrouillard, vas-y, termine sur celle-là. Vas-y, je termine. Débrouillard. J'ai une notion en tête, j'arrive pas à retrouver le mot. Mais genre, qui sait ce qu'il fait, qui connaît son sujet. Connaisseur. Et ouais, ouais. Et pourquoi je galère sur celle-là? Et, Et et sympa, en vrai de vrai, sympa. le Ça, c'est relationnel, c'est vraiment important. Ouais. C'est très important. Tu travailles toujours en équipe. Si t'es pas sympa, c'est trop compliqué. Après, enfin, personne veut bosser avec toi, c'est vraiment compliqué. Est-ce que c'est C'est plus hyper important, important? vraiment. Est-ce qu'on préfère bosser avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mais qui est pas sympa ou quelqu'un qui se connaît un peu mais qui est sympa? Bah, ça dépend. Ça dépend Ah. de ce que tu as à faire. Hmm. Si tu fais un truc pas très compliqué mais long, tu préfères être avec le mec sympa. Si tu fais un truc très compliqué mais pas très. Bah, enfin, s'il faut être hyper rigoureux, hyper technique, bah, tu vas forcément préférer être avec la personne qui va être la plus efficace dans ce cas-là, quoi. Donc celle qui s'y connaît le mieux. Mais Ok. en général, les gens sympas, c'est vraiment cool. Ouais, ça paraît logique. Ok. Ça paraît logique. Bon, au niveau du jeu, tu as répondu à 6 questions, ce qui est déjà pas mal, mais c'est en dessous de Stéphane qui avait répondu à 8 questions. Donc voilà. Ah, putain, il est fort. Malheureusement. Il a répondu un peu plus vite. J'ai hâte de voir un peu les autres profils parce que tu vois, tu prenais du temps pour répondre. Ouais, c'est marrant de voir les différents Ouais, profils. ouais, j'essaie de dire un peu. Ah bah, J'ai c'est pas envie de dire compliqué. oui ou non, quoi. C'est pas Oui. suffisant pour répondre. Oui. C'est le principe. Alors, je vais répondre aux quelques petites questions qu'on a. Est-ce qu'il est primordial qu'un opérateur comme toi ait besoin d'un BTS ou une personne en autodidacte très technicien peut postuler sur ton poste, donc en tant que technicien-chef? Alors il me semble que j'ai un de mes supérieurs qui n'est pas son bac. Ah oui, Je pense donc que ça répond à la question. ça répond très bien à la question, ouais. Donc, au final, les études sont... En gros, ça permet quoi les études pour rentrer ça permet quoi de faire un BTS En fait, visuel? Ouais, ça permet complexe. d'avoir un bagage solide et une garantie en fait quand tu postules dans une entreprise et que tu dis bonjour, j'ai fait tel BTS, ils se disent ah d'accord, le mec connaît déjà enfin le mec sait de quoi il parle de base. Donc de base, ça veut dire que tu vas avoir besoin d'être moins formé que les autres, que d'autres. Mhm. Si tu viens et que tu dis je connais pas trop, mais ça me tente grave, formez-moi, et ben il y a des chances que ça passe, en fait, carrément. Mais en fait, c'est ça. Le truc, c'est que avoir un BTS, c'est avoir déjà une formation, donc tu sais déjà de quoi tu parles quand tu arrives. Mhm. Mais si tu veux quand même taffer dans ton truc, sans avoir fait de BTS, tu peux complètement. Mhm. Et parfois même, il y a des gens qui sortent pas de BTS et qui sont trop chauds. Mais la différence, c'est que t'as pas le petit bout de papier qui certifie que tu t'y connais. Donc, va falloir prouver. Ouais. Ou alors te faire former. Mhm. Mais voilà. Ok, donc au Je final, sais pas si j'ai bien répondu aussi. si, mais du coup, est-ce que quelqu'un qui, disons, AMP, du coup, recrute autant des profils qui sortent de BTS que des profils qui sont autodidactes? Ou il y a quand même un rapport différent? Je sais pas. Franchement. Bah, je pense que les personnes autodidactes postulent moins que des personnes qui sortent de BTS. Donc de base, c'est un peu faussé. Mhm. Mais je t'avoue que je sais pas trop, en vrai. Je sais qu'à la HF, ils sont assez sympas là-dessus. Enfin, genre, ils ont. Il y a pas mal de gens avec qui je bosse qui viennent de milieux complètement différents et genre juste. Ils ont postulé, ils ont fait une pige, un contrat d'intermittence une fois en assistant chef, tu vois, pour faire un petit truc et tout, et puis ils ont appris sur le tas, et ça passe très bien. Et mais il y a quand même beaucoup de gens qui sortent de BTS qui vont taffer là-dedans. Mhm. Donc je t'avoue que bah, mathématiquement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sortent de BTS qui vont là-dedans. Mhm. Mais ça se fait carrément si t'as pas fait ça, quoi. Ouais, ça peut marcher aussi. Ouais. Ok. Mais Ouais, faut quand même s'accrocher, c'est moins simple. ouais, oui, parce que du coup, J'ai t'as dit pas cette ouais, base. ouais, c'est ça. C'est ça. Donc il va falloir plus forcer, plus. Enfin, tu vois, c'est moins évident quand même. Hmm.
Mais ça se Euh, fait. Ensuite, la même personne qui parlait des critères pour entrer en BTS audiovisuel option TE, il demande si c'est la Mm. même en option image. Donc je sais pas si tu connais les critères pour les options images. Si, c'est globalement les mêmes, si, si. C'est bah pareil quoi, c'est des gens qui se bougent quoi. Et là malheureusement l'option image c'est une option qui attire beaucoup plus de monde parce que waouh la caméra ça met des étoiles dans les yeux et tout. Du coup tout le monde veut y aller. Mais alors que le TI2E oh là là des câbles qu'est-ce que c'est que ce truc moi j'y vais pas quoi. Bon, ça fait peur. Oui. Mais mais si c'est les exigences vont être globalement les mêmes. Enfin peut-être un peu plus artistique que demander en TI2E. Et si t'as fait un profil, si t'as un profil littéraire, tu passeras peut-être mieux. C'est moins grave si tu postules en image qu'en TI2E. Mm. Mais, Ouais, parce que comme tu dis, mais voilà. l'image, il y a ce côté artistique en plus. Qu'en TE, il n'y a pas forcément. Parce que TE, c'est de la pure technique. C'est de la pure technique. T'as pas de place à l'artistique. Vraiment, quasiment pas, en fait. Dans la formation. Enfin voilà quoi, c'est vraiment la technique pure. Et Ok. ça plaît pas à tout le monde du coup. Mm. Et, euh, et puis l'image, la technique est moins rigoureuse. Parce que ta formation technique va être moins rigoureuse qu'en TI2E. Donc fatalement, en L, ça passe mieux, quoi. Ouais. Voilà. On nous demande, alors, question un petit peu à part, que de quelqu'un qui est au lycée Angers également, est-ce que tu as des conseils pour l'épreuve de bac en spé ciné? Oh, je sais plus. Ah bah, tu m'étonnes. Salut, bienvenue. Renoir la base. Ah non, j'en ai pas, je suis désolé, je sais même plus comment j'ai passé la mienne. J'ai effacé cette information de mon cerveau. Ah, c'était pas une Ok. Désolé. Bon, bah, dommage, mais bon courage quand même pour l'épreuve. Bon Euh, courage, carrément. Amuse-toi bien. donc, on nous parle ouais, de bac ES. Alors, bac ES, je crois que ça n'existe plus du coup maintenant, vu que c'est des Ça profils. existe plus, bah, enfin, Mm. ça existe plus sous ce nom, mais ça existe Oui, là. encore Mm. en Donc, pratique. un bac ES En peut rentrer en vrai, en vrai, BTS. ouais, je pense. Bah déjà, t'as un peu plus profil scientifique, parce que tu fais un peu d'SES, de trucs comme ça. Je pense que t'as un peu plus le profil scientifique que le L, mais mais la physique c'est important. La physique, en fait, quand on parle de bac S ou de profil scientifique, enfin c'est surtout la physique qui est hyper importante, parce que tu vas manipuler l'électricité, des trucs comme ça en fait, donc c'est surtout la Mm. physique qui compte quoi. Donc je sais pas, je pense que bac ES pardon, ou équivalent, c'est peut-être un petit peu moins compliqué que bac L ou équivalent, mais ça reste un peu compliqué, je pense. Mm. Ce qui priorise les profils très scientifiques, un peu type bac S en Ouais, fait. Mm. ouais, ouais, ou bac technique, quoi. Ouais. Bac technique, c'est le must. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les poser très rapidement maintenant. En attendant, je peux te proposer, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaite faire ce métier, travailler dans la télé ou des choses comme ça? Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ces personnes-là? S'ils souhaitent travailler ou ils souhaitent faire des études, Ah bah c'est justement ça. ce serait. Est-ce qu'ils ont besoin de faire des études ou... Ah, si vous pouvez, faites des études. Si vous pouvez, faites un BTS. C'est pas grave si vous le faites pas. Vous pourrez vous débrouiller sans. Mais si vous pouvez passer par la case d'études, c'est quand même une garantie que vous savez de quoi vous parlez. Ça facilite vraiment la vie. Et, euh, et puis c'est cool. En vrai, c'est sympa. Hmm, Franchement, ouais, je conseillerais quand même de passer par la case études. ok. La case BTSTI 2E, ouais. Et donc tu parles uniquement BTS et 2E. Est-ce que tu conseilles des études, plus des études dans le domaine du privé, donc des écoles privées, pour faire ce métier? Je les connais pas. Franchement, je les connais pas. Enfin, je pense que je peux les conseiller si c'est en alternance. D'accord. Parce que, enfin, bon, j'ai eu des expériences avec des gens qui étaient en école privée et qui me donnaient pas trop envie de travailler avec eux. Donc, j'avoue que je suis un peu réfractaire de base sur les écoles privées. Je suis pas trop fan en général. Mais si t'es en alternance, bah, se dire que la moitié du temps, t'es en entreprise et t'apprends à bosser. Donc, tout d'un coup, ça devient vachement plus bénéfique en fait. Enfin,
je me dis que même une école privée un peu pourrave, en fait, en alternance, bah, elle peut carrément porter ses fruits, quoi, puisque tu Hmm. bosses. Ouais, le gros avantage Et de le fait de, l'alternance, le fait de, f- c'est que tu peux vas-y, bosser. vas-y. Là, oui, je disais, Ouais. le gros, le gros avantage de l'alternance, ouais, c'est que tu peux travailler dans une boîte pendant tes études. Donc, même si c'est une Ouais, c'est école ça. qui te forme pas vraiment sur ce que tu veux faire, l'entreprise va te former si tu es dans une Mm. entreprise qui t'intéresse. C'est aussi le risque, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, bah oui. Mais puis en plus, je pense que c'est plus facile d'entrer dans une entreprise en tant qu'alternant que genre parce que tu fais une école privée, du coup tu fais l'alternance, du coup tu veux rentrer dans une boîte. Je pense que c'est plus facile d'y accéder comme ça que d'y accéder en disant bonjour, j'y connais rien, j'ai jamais fait d'études, mais ça m'intéresse grave. Euh, ouais, je pense qu'en vrai c'est quand même encore un chemin un petit peu plus court de passer par l'alternance, quoi. Ouais, ok. Donc, Voilà, alterne. Donc, en gros, si on résume, l'idéal, c'est un BTS audiovisuel pour toi, public, ouais, je pense. public. Et sinon, si dans le cas, parce que comme on disait, les admissions sont très compliquées, ça serait de passer, du coup, dans des écoles privées avec de l'alternance. Mm, mm. Et au pire du pire, de l'autodidacte. Comment on peut se former en autodidacte sur de la chef? Est-ce que c'est possible de se former en autodidacte? C'est dur. C'est dur, c'est très dur même, parce que ça court pas les rues des systèmes HF. Donc, mais en fait, bah faut y aller au culot en fait. Enfin genre, euh, pour le coup, te former en autodidacte sans être dans une boîte qui fait de la HF, je pense que c'est vraiment très dur, voire pas possible. Ou alors tu pourras pas avoir plus que la formation théorique de la HF en général. Et mais si tu vas voir les boîtes qui font de la HF et que tu dis bonjour, je veux bosser. Bah, en fait, enfin, genre, je pense que te former tout seul sans une boîte, je pense que c'est pas possible. En vrai, Hmm. sur de la HF, Sont vraiment très très complexes. dur. Hmm. Parce que t'as pas accès, t'as juste pas accès au matériel. Oui, t'as besoin du Mais matériel pour. ouais, ouais. Parce que c'est bien de savoir en théorie ce qui se passe, mais si t'as jamais essayé avec du matériel concrètement, bah ça se trouve ça marchera jamais et tu comprendras jamais pourquoi, quoi. Et tu t'arriveras devant le matériel en te vendant comme une personne qui connaît. Et Hmm. t'arriveras pas à faire ce que tu veux juste parce que tu connais pas le matériel. Et c'est normal. Mais, euh, mais du coup, c'est compliqué. Hmm. Ok, je vois. Bah écoute, on va Donc, s'arrêter là. Sauf si t'as encore quelque chose à dire. ok. Je sais pas. Non, bah, c'est Non? bon pour moi. Super. Si, voilà. Oui, si vous avez d'autres questions plus tard, Sacha, je pense que vous pourrez y Ouais. répondre en textuel ou voilà, vous pourrez vous arranger. Ouais, En tout bien cas, sûr. merci beaucoup d'avoir pris le temps déjà de nous filer des images de ton travail, de nous présenter ton métier, tes études, tout ça, c'est vraiment intéressant. Il faut prendre 2 heures de temps. Est-ce que ça t'a Mm. plu? Bah, moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? C'était sympa. Tu le referais? Ouais. Eh ben, Ouais. parfait. Ok. Demain. Demain, eh ben, on refait ça demain si tu veux. Bah, merci beaucoup Sacha en tout cas. Et puis bah, une prochaine Bah, de fois. rien. Merci à toi. Merci. Bah, ouais, carrément. Et bah à plus. À plus. Et donc pour nous, c'est la fin de cette deuxième session du Forum des Abidjan. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Pour ceux qui l'ont vu, vous pourrez la revoir en rediffusion instantanément, là juste après, en regardant sur YouTube. Vous aurez le lien qui va tomber. On se retrouvera du coup demain à 14h pour la troisième session avec Ilona, réalisatrice de clips musicaux et institutionnels. Et ensuite, on aura à 18h la quatrième session avec le grand Mathieu Miziraka, qui est chef opérateur et professeur en BTS audiovisuel justement. Donc ça pourrait être intéressant de faire le lien avec ce que nous a dit Sacha. Donc merci à tous et puis on se retrouve demain pour les prochaines sessions.